Sud Radio sur les routes de l'été, Laurence Perrault. Et tout de suite, nous sommes ensemble, vous le savez, jusqu'à 13h avec 2 heures extrêmement riches aussi. Bonjour à tous, bienvenue si vous nous rejoignez sur nos routes de l'été ici sur Sud Radio. Je vous propose un joli voyage ce matin qui va tout simplement mêler tendresse, terroir, mais aussi vigilance et chevalier. Oui, vous l'avez bien entendu. On va commencer à 11h05, c'est-à-dire dans quelques instants, avec l'histoire bouleversante de Fiona Loriol qui a embarqué sa mamie de 101 ans. C'est une histoire lumineuse en camping-car pour un tour de France, une aventure humaine hors du commun pour lutter contre l'isolement des aînés. Puis nous ferons cap sur Castel-Sarrazin où une péniche hôtel accueille les cyclistes de passage le long du canal des Deux Mers. Ce sera une très jolie escale que je vous propose au fil de l'eau. On va passer à table à midi moins le quart avec un producteur de pata negra. Oui, la pata negra, lui, il est installé près de Séville. Donc on va aller se balader du côté de l'Espagne. Il élève ses cochons au gland. Oui madame, oui monsieur, dans la pure tradition espagnole. Et puis on va également à partir de midi vous proposer un moment très fort. Attention, ce sera même très émouvant. L'été est marqué par une explosion de noyades, vous en entendez parler. On aura Géraldine Desqueroux qui sera avec nous, qui a perdu son fils en mer. Elle va alerter mais elle va aussi témoigner. Et puis direction à midi, on va dire 12h40, Rochemort pour une randonnée médiévale au pied du château, combat et chevalier, patrimoine et aventure au programme. Et on terminera bien évidemment avec les escapades de Rémi, comme on le fait chaque jour. Sur les routes de l'été, Sud Radio vous écoute. On va tout de suite commencer notre rendez-vous avec une très belle histoire. Elle est habitante de Vendée. Elle a entamé un nouveau Tour de France cette année en camping-car pour le droit de nos aînés, mais elle en avait déjà fait un avec sa mamie, Mémé Vadrouille. On va en parler avec elle, mais juste avant de l'accueillir sur l'antenne de Sud Radio, Clément Barguin, l'isolement des aînés est une vraie réalité. Oui, on estime à 2 millions le nombre de personnes de plus de 60 ans en situation d'isolement social. C'est 2 fois plus qu'en 2017 selon l'association Petits Frères des Pauvres. Et parmi elles, plus de 530 000 aînés sont dans un isolement extrême. Ils ne rencontrent quasiment jamais ou très rarement d'autres personnes. Ils sont en situation de mort sociale. Ces aînés n'ont pas ou peu d'interaction avec les 5 réseaux de sociabilité que sont la famille, les amis, le monde du travail, l'associatif et le voisinage. Et cela avec toutes les conséquences que ça représente. L'isolement des personnes âgées peut entraîner de graves conséquences sur leur bien-être physique et mental. Plusieurs études démontrent que le manque d'interaction sociale est associé à un déclin plus rapide des fonctions cognitives. L'isolement augmente les risques de développer des troubles comme la maladie d'Alzheimer et favorise aussi la dépression, l'anxiété ou la démence. Et puis il est également prouvé que les personnes âgées isolées sont plus vulnérables aux maladies cardiovasculaires, au diabète et à une diminution de l'espérance de vie globale. Et vous, êtes-vous vous-même victime d'isolement puisque vous faites partie des gens que moi j'appelle avec beaucoup de tendresse mature? Est-ce que vous avez vous-même dans votre entourage combattu l'isolement avec l'un de vos aînés? Venez vous raconter, vous qui travaillez aussi dans des structures qui aident à ce qu'il n'y ait pas l'isolement des personnes âgées, au 0826 300 300. Je vous attends dès maintenant. Manu est avec nous au standard. On va accueillir Fiona Loriol. Bonjour Fiona. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes entre autres auteur du livre 101 ans, Mémé parents vadrouille. Maman n'a pas encore 101 ans. Et on va vous écouter parce que c'est une histoire que vous allez nous raconter qui fait réfléchir, même si elle fait sourire dans le bon sens du terme et peut-être même qu'elle va nous permettre d'agir en tout cas. Je voudrais qu'on revienne sur ce fameux jour. Comment tout a commencé, Fiona? Pourquoi vous avez eu envie d'emmener votre mémé de 101 ans en vadrouille? En fait, c'est en 2017, on m'annonçait qu'elle en avait pour 1 semaine à vivre, elle avait 100 ans. Ma grand-mère était en région parisienne et moi j'habite en Vendée avec mes parents. Et je pars du principe, ne fais pas aux autres ce que tu veux pas qu'on te fasse à toi-même. Donc pour moi, c'était une évidence de pas la laisser mourir seule, loin de tout le monde, alors qu'elle avait de la famille. Donc je suis allée la chercher, mais avec ma grand-mère, on n'avait pas trop de liens affectifs. Moi, je voyage depuis que je suis toute petite et ma grand-mère était très sédentaire. Et quand je suis arrivée, elle m'a regardée, elle m'a dit c'est la vieille moche qui vient me chercher. Tout simplement parce que pour elle, être vieille fille à 35 ans, c'était pas normal. Et donc, j'ai descendu et c'est vraiment au bout de 6 mois à la remettre sur pied, à la faire remarcher grâce à son déambulateur, à lui enlever un peu tous ses cachets et à lui faire reprendre du poids
qu'un jour, quand je suis rentrée dans sa chambre et que j'ai vu regarder le mur blanc d'un air complètement ailleurs, je me suis dit, mon Dieu, mais c'est ça la vieillesse, attendre bêtement la fin, tout simplement parce qu'on m'avait annoncé 1 semaine, ça fait 6 mois que je m'en occupe, qu'on joue aux cartes, qu'on discute, mais c'est pas ça la vie. La vie, c'est de la vivre pleinement, justement, d'avoir des aventures. Et c'est là que j'ai proposé à ma grand-mère de partir dans mon vieux camping-car, faire un tour du monde parce que j'avais pas peur des mots. Et elle m'a regardée, elle m'a dit, Ma, c'est quoi un camping-car? Et là, je me suis dit oui, effectivement, vu qu'elle est née en 1917 et qu'après elle était en région parisienne, elle n'a pas dû voir beaucoup de camping-cars. Et je lui ai expliqué que c'était une petite maison roulante, mais qui pouvait l'emmener où elle voulait. Et je lui ai dit, mais avant toute chose, il fallait que j'en parle à ma maman, qui est fille unique, pour avoir son autorisation. Et là, ma grand-mère m'a dit, Ma, je fais ce que je veux, c'est moi qui commande. Si elle dit non, alors on y va. Je voudrais remercier Clément qui est mon complice dans cette émission, parce que c'est Clément qui vous a trouvé, Clément qui nous a fait le papier sur l'isolement des personnes âgées. Merci Clément, parce que je crois qu'on va vivre un moment magnifique de témoignage. On revient évidemment, mais je voulais faire cette parenthèse parce que c'est important pour moi. Fiona Loriol, du coup, elle dit oui, mamie? Alors, elle dit oui, ma petite maman n'est pas pour. Elle a fait un bandit d'eau quand je lui ai dit que je voulais mettre ma grand-mère qui était incontinente avec son fauteuil roulant dans mon camping-car pas du tout adapté. Et mon petit papa m'a dit ce qui serait pas mal quand même, vu qu'on a toujours voyagé ensemble, c'est qu'on te suive avec notre fourgon aménagé. Comme ça, s'il y a un souci, on sera juste derrière. Top. Et donc, on va faire un test de 40 jours pour voir si ma grand-mère s'acclimate à son nouvel environnement. Et les 40 jours, tout va partir de travers. Il va y avoir la grêle, elle va croire au bombardement, elle va se casser le nez à 2h du matin au lac Salagon avec 8 points de suture. Donc quand je la ramène à la maison, je me dis plus jamais elle va vouloir voyager. Et le lendemain matin au réveil, elle me fait « Bah ça y est, je suis assez reposée, c'est qu'on repart. » Et du coup, elle avait pris goût au voyage, à l'aventure. En fait, elle commençait une nouvelle vie à 101 ans. Et on est parti après de janvier 2019 jusqu'à fin juin 2020. On a fait toute l'Espagne sur la côte méditerranéenne jusqu'à Almeria où elle a chanté avec des artistes de rue. On s'est fait attaquer au citron volant. On a mis en déroute des voleurs de fauteuils roulants. Elle a assisté à son premier concert à 102 ans dans le désert des Bardenas. On a fait le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle sur plus de 455 km à lui pousser son fauteuil roulant sur des chemins qui sont pas toujours adaptés. Mais non. Alors, elle s'est prélassée dans des sources d'eau chaude à Ourense. On est allé jusqu'au Portugal. Et en fait, plus j'en montrais, plus elle revivait, plus elle rajeunissait et plus elle s'émerveillait. Et quand elle est partie à 103 ans, 3 mois et 3 semaines dans son sommeil, avec un super sourire et un air épanoui, je me suis dit, c'est comme ça qu'on devrait tous partir avec des perspectives, un avenir. Tous les jours, c'était du nouveau pour elle. Elle était devenue la petite vedette dans le camping-car parce que les gens ne croyaient pas. J'avais installé un gros panneau à l'arrière du camping-car pour prévenir de ne pas rouler trop vite parce que j'avais ma grand-mère, donc 101 ans, mais mes parents vadrouille. D'où le titre après du livre. Et les gens n'y croyaient pas. Ils me disaient, c'est pas possible, il y a une centenaire dans ce camping-car. Alors moi, je m'amusais, je leur disais, non, on se disait bien, non, maintenant, elle a 102 ans. Et les gens, ça leur faisait ouvrir des grands yeux en se disant, mais c'est incroyable qu'on puisse encore voyager. Et en fait, ça a prouvé que rien n'est impossible. Oh, c'est incroyable. Enfin, ce que vous me racontez me donne des frissons. Je ne sais pas ce que en pensent nos amis qui sont sur il y a Nathalie qui est arrivée, qui nous dit bonjour. Enfin, il y a plein de gens qui mettent plein d'émo-icônes sur la page Facebook de Sud Radio avec des soleils, des cœurs, c'est magnifique ça. C'est quelle histoire, Fiona. Mais mamie est partie là, 103 ans, hein, c'est ça? Comment? C'est ça. Elle est partie le 29 juin 2020. D'accord. Ah, ma mamie à 106 ans est partie le 12 mars 2020. Ça devait être l'année où les centenaires partaient. Comment vous allez aujourd'hui avec parce qu'il y a ce livre, évidemment, le livre Mes parents vadrouillent, que l'on peut trouver encore aujourd'hui. Comment vous allez aujourd'hui après tout ça? Alors en fait, j'ai mis du temps à m'en remettre quand elle est partie dans son sommeil parce que pour moi, elle était devenue éternelle et pour moi, on avait plein de projets encore ensemble. On devait même aller faire tous les pays d'Europe en IE comme l'Italie, son pays natal, jusqu'en Roumanie, Russie. Donc on avait plein de projets ensemble. Et j'ai mis 1 an avant d'écrire le livre, le temps de prendre du recul par rapport à cette grande aventure qu'on a vécue tous les 4 avec les parents. Et comme je lui avais promis d'écrire l'histoire, du coup, j'ai tenu ma promesse. Et à chaque page que j'écrivais, ma grand-mère revivait et j'en riais. Et en fait,
Après, je me suis dit, quand le livre a connu un petit succès, vu qu'il a été traduit à l'international, il est sorti en livre de poche et il va être adapté au cinéma, je me suis dit, autant essayer de passer un message pour expliquer justement qu'il faut croquer la vie jusqu'au bout, même avec un dentier, qu'il n'y a pas d'âge limite et que c'est pas parce qu'on porte une protection qu'on doit s'interdire énormément de choses. Et du coup, avec mes parents, on a fait un tour de France de 2022-2023 avec 600 conférences sur mes fonds propres pour garder ma liberté d'expression et donc les conférences à titre gratuit, qui nous a amené jusqu'à l'Assemblée nationale et au ministère à qui on a remis un dossier. Ensuite, on est parti dans les pays voisins voir comment eux s'occupaient des personnes âgées jusqu'aux frontières de l'Iran, l'Azerbaïdjan, la Géorgie. Et là, le constat est le même, c'est que physiquement, on va prendre soin de nos aînés, mais mentalement, on va pas chercher à savoir ce qu'ils veulent vraiment. Et ils s'appellent eux-mêmes les exclus de la société, les fantômes, les inutiles. Et je trouve ça horrible parce que on a besoin d'eux. On passe à côté d'histoires incroyables, de savoir-faire incroyables. Et on se dit, on a le temps, mais un jour, c'est trop tard. Oui. Et du coup, après, on est parti jusqu'au Maroc aussi, où on a mené également des conférences. Alors, ils n'en sont pas encore à notre niveau, mais ça commence à arriver aussi chez eux, malgré que ce soit très famille. Excusez-moi. Là, vous êtes, en tout cas maintenant, cette magnifique aventure que vous avez vécue. Alors, j'ai plein de questions à vous poser, moi, sur Mémé. Est-ce qu'elle vous appelait toujours, comment elle vous appelait au début, la première fois que vous êtes venu la voir? La moche? La vieille moche. La vieille moche. Est-ce que vous appelez tous comme à la fin? J'imagine que non, mais alors c'était devenu un gimmick. Non, voilà, c'est ça. On a eu, en fait, on a créé du lien affectif. Ma grand-mère, née en Italie en 1917, vous voyez sa mère, même si elle était très pauvre, et ne lui faisait pas des bisous ou des câlins. Et du coup, quand j'ai fait son premier bisou sur le front, elle m'a fait « Ma, on me baisse pas moi comme ça, hein, ça se fait pas ». Et j'ai dit, mais tu es ma grand-mère, c'est normal un petit bisou. Et à la fin, c'est elle qui me disait, bisous, bisous. Ah, c'est trop mignon. Moi, ce que je vous propose, Fiona, c'est on reste ensemble parce qu'on a Christine qui est avec nous aussi au 0826 300 300, puisque pour tous les sujets des routes de l'été, je vous invite à nous rejoindre, à venir témoigner aussi de ce qui vous est arrivé. Aujourd'hui, évidemment, on va parler de ce sujet important qui est l'isolement des personnes âgées. Je voudrais aussi, évidemment, juste après qu'on en parle beaucoup avec vous, c'est tout ce qu'on peut mettre en œuvre, tout votre combat, parce qu'il est là aussi le but de ce livre, de cette aventure. Mais je vais tout de suite accueillir Christine au 0826 300 300. Bonjour Christine. Oui, bonjour. Écoutez, oui, c'est très intéressant, surtout avec une personne aussi âgée. Voilà, bon, moi, je sors de quelque chose un peu similaire, un peu plus, enfin, mon mari était très malade depuis une vingtaine d'années. Il avait été arrêté très tôt par la sécurité sociale, et cumulé. Donc, le problème auquel j'ai été confrontée, c'est le problème auquel sont confrontées beaucoup de familles, c'est-à-dire qu'on n'a aucun renseignement. C'est-à-dire que même un généraliste ne vous dit pas, faut faire ci, faut faire ça, etc. Et donc, on ne sait pas ce qu'il faut faire. Et heureusement, par une de mes belles-sœurs qui faisait des formations en milieu hospitalier, elle m'a expliqué que dans chaque département, il y a un service de la sécurité sociale qui s'appelle Santé Service. Et donc, on peut justement consulter. Donc, il y a assistante sociale, soignant, machin, etc. Donc, ils viennent voir l'état de la personne quand vous pensez que votre grand-père ou grand-mère ou voilà n'est plus en état ou de vivre seul, ce qui est assez compliqué, ou même en couple. Moi, j'étais avec mon mari, mais c'était très compliqué. Et donc, ces gens-là sont venus et ils m'ont dit, mais non, on va le prendre en charge. Donc, il était resté chez nous, mais on venait lui faire la toilette. C'est des gens qui arrivent, qui chantent, qui disent alors comment ça va aujourd'hui, enfin voilà, qui sont très très bien formés. On a des très bons services. Malheureusement, on a doublé ou triplé le nombre de fonctionnaires dans l'administration, voilà, depuis 30 ou 40 ans. Mais dans ce secteur-là, bien sûr, on manque de personnel. Et après, donc, il était suivi parce que ça aussi, je l'ai expliqué à toutes mes amies qui ont le même problème maintenant. La première des choses à faire, c'est de prendre un rendez-vous en gériatrie, dans un hôpital, pas dans les cliniques. Hein. Donc, en gériatrie,
à l'hôpital, ils vous font donc là pareil, ils font des tests, ils regardent quelles sont les possibilités, etc. Et il y a un dossier. Parce que si vous faites pas de dossier, après, quand on arrive à un stade où c'est plus possible, c'est irrécupérable. Donc, on n'a aucune indication là-dessus, aucune. Donc, mon mari, donc, petit à petit, donc, a été pris, en accueil de jour. Ça aussi, c'est très bien, l'accueil de jour, parce qu'ils sont avec d'autres personnes comme eux, et ils jouent aux cartes, enfin, voilà, ils ont un minimum de vie sociale. Et tant qu'on a un minimum de vie sociale, on se porte, voilà ce que cette dame, dont elle témoigne, on se porte bien. À partir du moment où vous n'avez plus de vie sociale, ça devient catastrophique. Et là, bon, après, mon mari avait des problèmes cardiovasculaires, etc. Donc, arrivé à ce stade, c'était plus possible. Donc, il a été pris, alors, dans un EHPAD, mais ça, c'est pareil. Je ne savais pas ça, mais c'est un EHPAD régional. Alors, je ne sais pas s'il y en a dans tous les départements de France, mais en tous les cas, il ne faut pas aller dans les boîtes privées, là, qui font du fric et qui ne s'occupent pas des gens. Et là, donc, il s'occupe très, très bien des gens. Donc, les premiers 18 mois, ça s'est très bien passé parce qu'il avait plein d'activités, etc. Et il les amenait même, parce que je suis sur Bayonne, donc, vous voyez, ils vont voir un match de rugby à Bayonne. Enfin, voilà. Oui, donc, il bouge bien, quoi. Voilà. Et puis, sont des gens, hommes et femmes, enfin, voilà, il y a des jeux, il y a plein d'activités. Donc, c'est très bien. Bon. Après, les choses s'aggravent parce que malheureusement, quand on a ces problèmes-là, il y a un moment où ça s'aggrave. Et donc, il a été hospitalisé 3 fois, trois fois en gériatrie. Là, chaque fois, le gériatre me disait, non, mais là, il est au bout du rouleau, il n'en peut plus. Et ce qu'il faut savoir et qu'il faudrait que nos politiques changent, c'est le système. Parce que même quand vous êtes en EHPAD, il y a un médecin qui est coordinateur, il s'appelle médecin coordinateur, c'est-à-dire que c'est lui qui fait entre les médecins généralistes qui s'occupent des patients parce que c'est eux qui doivent prescrire les médicaments. Et bref, même s'ils n'y connaissent rien, puisque c'est eux qui s'occupent de mon mari. Du coup, Christine, qu'est-ce que vous proposez ? Moi, je pense que la première des choses, alors déjà, on nous parle des soins palliatifs, il n'y en a que dans 30% des hôpitaux en France. Mais bien sûr, dans les EHPAD, ils n'y ont pas droit, donc ils n'ont pas de formation pour ça. Mais donc, il faut quand même... Et Christine, excusez-moi, j'ai bien compris que malheureusement votre mari était parti, mais plus sur l'isolement, c'est-à-dire avant le départ, qu'est-ce que vous proposez pour l'isolement pour l'isolement, justement, il faut passer par ce service-là, santé-service. Santé-service, d'accord. Voilà. Ok, après, très bien. Je vous dis, moi, j'ai découvert ça grâce à ma belle-sœur, mais sinon... Personne n'en parle. Mais c'est très bien. Et merci beaucoup Christine d'en avoir parlé sur Sud Radio parce que du coup, il y a beaucoup de gens qui l'entendent. Santé Service, et vous pouvez taper Santé Service. Il y a la Fondation Santé Service également. C'est très facile à trouver sur Internet. Et vous allez me dire, oui, mais Laurence, nous, on sait pas servir d'Internet pour certains. Moi, je pensais ma mamie à 100 ans, elle savait pas servir d'Internet. N'hésitez pas à vous faire aider vraiment pour cela parce que ça peut être, c'est un très très bon conseil. Merci beaucoup Christine de votre témoignage. Je vais devoir malheureusement vous dire au revoir pour cette période-là. Je vais demander à Fiona de rester avec nous pour continuer un petit peu aussi à parler de Mémé en vadrouille, mais surtout de ce combat qu'elle mène maintenant contre l'isolement des personnes âgées. Et puis je lirai certaines de vos réactions. Vous êtes nombreux à être avec nous en direct sur la page Facebook de Sud Radio. À tout de suite. Sur les routes de l'été, Sud Radio vous écoute. Et nous sommes toujours avec Fiona Loriol, auteure du livre 101 ans, Mémé part en vadrouille, et surtout une grande et fabuleuse histoire d'un an avec sa mamie qui l'a accompagnée en camping-car avec ses parents aussi derrière dans un autre camping-car et qui a redonné de l'énergie, de l'envie, du sourire, de l'éveil dans le regard de sa mamie, à qui on disait qu'elle ne vivrait pas plus d'une semaine. Si, ça a été le cas. Avec vous, Fiona Loriol, je voudrais aussi qu'on arrive à ce moment de l'émission où on va parler un peu de tout ce que vous faites aujourd'hui pour rompre l'isolement des personnes âgées. Et à ce sujet, je voudrais quand même aussi partager avec vous les réactions qui arrivent sur la page Facebook de Sud Radio. Catherine nous dit, entre autres, que sa maman, en tout cas, qu'elle pense qu'il y a beaucoup de jeunes qui veulent se débarrasser des anciens. Stéphane qui dit, pourquoi d'autres cultures prennent soin des anciens et pas nous? Qui sommes-nous? Pourquoi, par exemple, au Japon, on prend
prend a priori beaucoup plus soin des anciens. Nathalie nous dit oui, il faut en prendre soin, ils sont la mémoire de notre histoire. Béatrice qui vous dit que c'est une belle aventure que vous avez vécue avec votre mamie. Il y a plein de choses, d'ailleurs Stéphane qui dit que ce serait bien d'en faire un film, et pourquoi pas, c'est une très bonne histoire, peut-être d'ailleurs que c'est déjà le cas. Il y a Anne Fauve qui dit on se souvient d'un été où toutes ces personnes âgées sont parties, décédées par la chaleur. Et voilà, il y a beaucoup de réactions. Dites-nous, vous Fiona, aujourd'hui, suite à cette merveilleuse expérience de vie et partage avec votre mamie et tous ceux que vous avez rencontrés, vous menez ce combat contre l'isolement. Oui, en fait, on fait un tour de France justement de tous les départements. Là, on est reçu à Carcassonne dans le camping La Cité et ce soir, on va faire une conférence directement dans le camping et dans la journée, on va aller alerter les gens dans la ville. On discute avec les maires, on discute avec les associations. On essaye de toucher le maximum de gens et on est suivi sur les réseaux sociaux sur 101 ans mais mes parents vadrouillent, la page Facebook. Puisque à la fin de notre tour de France, quand on aura fait tous les départements, ce qui veut dire dans 1 an, on est attendu à l'Assemblée nationale pour donner un compte rendu, encore une fois. Et on nous a dit que si on avait 1 million d'abonnés, on serait écouté. Donc pour l'instant, on n'en a que 60 000, donc il y a encore un long chemin. Mais comme je dis aux gens, n'hésitez pas à vous abonner, parce que même les pessimistes qui pensent que rien ne va changer, ça ne coûte rien de s'abonner. Mais ça peut justement faire écho. Et en fait, nous, sur notre page, il y a des dames de 80 ans qui se sont mises sur Facebook juste pour nous suivre tous les matins. Et en fait, du coup, ça rompt leur isolement. Parce qu'avec leur café, elles suivent notre trip, nous avancer. Et quand on va voir les associations, justement, on écoute les bonnes idées des associations locales pour essayer que ce soit au national. Donc, à un moment donné, on était dans le Couserans où on a rencontré Ghislaine, qui fait partie du CRT, si je dis pas de bêtises. En fait, je me rappelle pas de tout. Chaque fois, c'est pour ça qu'on marque et qu'on fait tout un dossier. Mona Lisa aussi, c'est une association qui regroupe les associations. Donc, il y a des bonnes initiatives. Mais comme disait la dame de tout à l'heure, c'est pas assez su. Donc, les gens se retrouvent seuls. Et là, ils ont compris qu'il fallait aller vers et non attendre que les isolés viennent. Bien sûr. Donc, ils vont les chercher chez eux et discuter. Parce qu'en fait, les isolés, ils attendent quoi? D'être reconnus, de pouvoir avoir un sourire de quelqu'un qui leur dise bonjour. Et un bonjour, ça ne coûte rien, mais ça fait énormément plaisir. Est-ce que vous pensez, Fiona, que on est devenu insensible? C'est-à-dire que avant, tout le monde vivait ensemble dans les mêmes villages, les familles vivaient généralement proches les uns des autres, les unes des autres. Donc on avait cet accès ou ce contact avec nos aînés plus facilement. Je me souviens de ma mamie qui est morte à 106 ans en 2020. Sa fille, donc ma tante, habitait à 50 mètres, ma sœur habitait derrière. Il y avait encore enfin, vous voyez, ce village maintenant, et ça fait à peu près 30-50 ans, en gros, que tout a explosé. Et les familles sont complètement à l'ouest, c'est-à-dire, mais vraiment dans le bon sens du terme géographique. Il y en a qui peuvent habiter à Lille, d'autres à Marseille. C'est ça. Et on a perdu ce contact avec nos anciens. En fait, le problème, c'est que la réponse qu'on me donne souvent, c'est j'ai pas le temps. Ce qui me fait bien rire, parce que la dernière fois, j'étais en plein centre-ville avec mes flyers pour parler du sujet, et il y a une dame, je lui dis bonjour, elle me dit pas le temps. Je dis madame, pas le temps, prendre plus de temps à dire que bonjour. Et c'est ça, c'est j'ai pas le temps. À l'époque de ma grand-mère, les dames, elles avaient le linge à la rivière, elles faisaient le ménage, elles s'occupaient des enfants, elles travaillaient 10-15 heures par jour, et pourtant elles trouvaient le temps. À l'heure actuelle, on n'a plus qu'à appuyer sur des boutons pour mettre le lave-linge, le sèche-linge. Et pourtant, on n'a pas le temps. En fait, c'est qu'on ne prend pas le temps et on passe à côté de l'essentiel et à la fin, on se dit « si j'avais su ». Mais on le sait. Donc, on prend le temps. Quand on a tous été confinés, ça a été une obligation, mais on a tous pris le temps, du coup, par obligation. Et là, on l'avait. Donc, au lieu d'être par obligation, ça devrait être par choix. Prendre le temps pour ce qui est important à nos yeux. Et je pense que les personnes âgées, c'est important à nos yeux. Ils ont toute leur place dans la société et qu'on arrête de leur dire toi t'es à la retraite donc t'as plus rien à m'apprendre, mais ils ont énormément à nous apprendre et on devrait aller les faire témoigner dans des collèges, des lycées pour montrer aux jeunes qu'à 80-90 ans on fait encore de la natation, on fait encore du parapente, on fait encore énormément de choses et qu'on n'est pas vieux, et puis on surtout, est des adolescents. Moi, je vais y aller dans votre sens, et Fiona, bravo, vous parlez vrai sur Sud Radio, et merci, j'aime bien votre petit coup de... C'est que...
comment je vais expliquer les choses? J'ai la sensation que on n'attend pas d'avoir 100 ans pour être mis au banc de la société petit à petit. Combien on a de témoignages de gens parce qu'ils sont passés à la retraite ou parce qu'ils ne travaillent plus, même avant, parce qu'ils n'ont plus le lien social, ils se sentent mis sur le banc de la société. C'est-à-dire que il ne faudrait pas grand-chose pour que juste on se regarde de nouveau les uns les autres. Et c'est pas parce qu'on fait pas un travail, c'est pas parce que on a 70 ans qu'on n'est plus intéressant. Vous voyez ce que je veux dire? C'est juste réapprendre à être en contact humain les uns avec les autres, peut-être. C'est pour ça que nous, on parle humanité et communication et qu'on montre justement les gens qu'on rencontre sur nos pages Facebook pour montrer, parce qu'on dit souvent, on parle des salamis, les gens mauvais, mais on parle rarement des gens bons. Alors, le jambon aussi, on va en parler tout à l'heure, soit on va parler de pâte à negra. Pardon, excusez-moi. Et en fait, nous, c'est ce qu'on met en avant. On dit qu'il y a énormément de personnes bienveillantes. Et c'est d'ailleurs la majorité de notre société. Les gens qui vous ouvrent la porte, qui vous disent bonjour, qui essayent de vous tendre la main. Mais on met en lumière les gens qui sont méchants. Et je trouve dommage, parce que si on mettait un peu plus en lumière les gens qui font de bonnes actions et de partout, Mais oui, je suis d'accord. Pousserait peut-être les jeunes justement à faire des bonnes actions. Et c'est pour ça que vous êtes aussi invité sur Sud Radio grâce à mon ami Clément. Tiens, il y a Nathalie sur la page Facebook de Sud Radio qui dit « Je suis aide à domicile et j'apprends tous les jours au contact des personnes âgées. » On a Am Fauve qui dit « Chez nous, tous, on est solidaires. Même les voisins prennent soin des aînés. Ça s'appelle la solidarité. » Et il y a Stéphane qui nous dit, il y a un proverbe indien qui dit comme on dit chez vous, vous avez des montres, mais nous, on a le temps. Voilà, il y a plein de réactions aussi sur la page Facebook de Sud Radio. On me dit, alors comme il reste pas beaucoup de temps, je vais la prendre tout de suite comme ça en direct. Il y a Françoise qui a composé le 0826 300 300 qui est avec nous. Bonjour Françoise. Bonjour. Oh, quelle jolie voix. Oh, je sais pas. Je vais avoir 81 ans et j'habite dans le sud-ouest et dans un lotissement où il y a plein de jolies maisons et mes voisins ne me prennent jamais de mes nouvelles. Même si, là, ça fait un mois que je suis malade, mais personne ne s'occupe de personne. On est devenu une société d'égoïstes. Oui, mais je pense aussi que c'est un petit peu de ma faute parce que je n'ose pas déranger. Voilà. Ça, c'est une Donc, histoire. Je n'ose pas aller demander un service. Voilà. Et alors, est-ce que vous avez un peu d'énergie? Ça a l'air d'aller, Françoise. Peut-être organiser un petit apéritif avec vos voisins ou un goûter. Ah mais je l'ai fait. Là, mon mari il est décédé en 2011 et moi je l'avais connu, j'avais 16 ans et je suis quelqu'un d'assez convivial. J'ai beaucoup invité du temps de Jean-Claude et même après des amis pour venir pour l'apéritif ou manger le soir ou même éventuellement le midi. Et depuis que Jean-Claude est parti, les choses ont changé. Mais je crois aussi que, comme mon mari a été malade longtemps à la maison, je crois que je me suis aussi isolée. Oui, c'est ça. Et puis, vous savez, j'ai vécu quelque chose un peu équivalent. D'ailleurs, je lui fais un bisou parce que c'est son anniversaire le 2 août dernier. Mais la maladie fait peur aux autres. Et la maladie fait peur aux gens. Et donc, quand vous avez un malade à la maison, eh ben, les gens n'osent plus venir parce que ça leur fait mal, ça leur fait peur. C'est peut-être un peu humain. Je voudrais juste vous demander, Françoise, où habitez-vous? Comme ça, s'il y a des jolis voisins qui vous entendent, qui sonnent un petit peu à la porte et qui peut-être vous invitent à prendre un café, vous voulez bien me dire votre village ou non? Je vais pas vous le dire parce que j'aimerais, c'est peut-être un petit peu exigeant, j'aimerais que les choses soient faites spontanément. D'accord, très bien. Mais en tout cas, Françoise, le problème, c'est que si vos voisins vous entendent, ils vont pas savoir, ils vont pas oser. Alors, je vais pas vous donner de conseils parce que je suis pas psychologue et que je ne connais de la vie que ce qu'elle m'a offert, donc je ne vais pas parler au nom des autres. Je voudrais simplement vous dire, n'hésitez pas. Réorganisez peut-être un goûter avec vos amis proches ou vos voisins. Comme ça, peut-être que ça peut recréer le lien. Peut-être que eux aussi n'osent pas, comme vous n'osez pas. Je vous fais un gros bisou, Françoise, et merci de votre confiance et de votre témoignage. Je me permets une phrase. Je fais la différence entre isolement et solitude. Moi, je suis isolée. Je ne souffre absolument pas de solitude parce que je souffre de tendresse. De manque de tendresse.
de manque de tendresse, excusez-moi. Je lis beaucoup, je regarde la télévision, j'ai une très grande maison, je fais ce que je peux, j'ai une dame qui vient m'aider une fois par semaine et je trouve que je fais partie des personnes privilégiées. Voilà. Je vous embrasse très fort, Françoise, et en tout cas avec Sud Radio, vous ne vous sentez pas isolée. Et la prochaine fois, vous faites comme vous avez fait là, vous appelez, on vous donne la parole et puis au moins je vous embrasse et je vous me fais un énorme câlin dans mes bras virtuels puisqu'on est loin l'une de l'autre. Fiona, on va conclure malheureusement puisque l'émission se termine. Où est-ce qu'on peut suivre votre combat? Il y a un site internet, il y a la page Instagram. La page Facebook, c'est 101 ans mais mes parents vadrouillent. Ouais. Donc 101 ans mais mes parents vadrouillent comme le titre du livre. Et plus on aura d'abonnés, j'insiste bien parce que je ne touche pas d'argent. Là, j'ai vendu ma maison pour m'autofinancer dans ce Tour de France. Donc je ne veux pas d'argent pour garder ma liberté d'expression. Mais plus on aura d'abonnés, ça ne vous coûte rien. Vous vous abonnez, vous marquez suivre. Et plus on aura de poids justement pour montrer que c'est un sujet qui touche vraiment tout le monde et qu'on veut tous changer le regard des gens sur le monde de la vieillesse. Et voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Merci beaucoup Fiona et merci d'être venue sur Sud Radio. Fiona Loriol, auteure de la magnifique aventure mais du livre également qui porte ce nom, 101 ans, Mémé Parents Vadrouille. Appel à tous, abonnez-vous sur la page Facebook. 101 ans, Mémé Parents Vadrouille, je le fais de ce pas. Allez, à suivre. On part en détour de vacances et on va s'arrêter du côté de Castelsarrasin où une péniche hôtel nous attend. Sud Radio sur les routes de l'été. Laurence Perrault. Et après ce grand moment de témoignage, je vous donne rendez-vous aussi à partir de midi où on aura aussi un témoignage très très fort d'une maman qui a perdu son fils à 21 ans, qui s'est noyé. On va parler de ces noyades évidemment et de ces drames qui arrivent tous les ans et encore plus cette année. D'ici quelques instants, allez, plus joyeux, on va passer à table avec un producteur de pâte à negra qui élève ses cochons au gland et il va nous dire un petit peu pourquoi et comment choisir un bon jambon pâte à negra. Mais tout de suite, je vous propose de nous arrêter à Castelsarrasin. Sur les routes de l'été, détour de vacances. Et ce matin, je vous propose un cap sur un lieu unique au fil de l'eau, un petit coin de paradis qui est noté 9,8 sur 10 tout de même par les voyageurs, ça ne s'invente pas. Elle s'appelle Gemjo, c'est une péniche hôtel, elle navigue entre charme, calme et naturel. Enfin, elle vous fait naviguer puisqu'elle vous accueille surtout dans les chambres. À son bord, c'est une femme passionnée, Geneviève Devers, que j'accueille, qui est co-gérante de ce bijou flottant. Bonjour Geneviève. Bonjour Laurence. Comment ça va ? Ça va bien, merci, et vous? Ah bah très bien, puis votre voix, j'adore. Alors dites donc, racontez-moi un petit peu comment est née l'histoire de, comment on dit, Gemjo ou Gemjo? Gemjo. Voilà, ça c'est le nom de la péniche. Voilà, ça c'est le nom de la péniche. Alors moi je suis arrivée en France pour travailler sur le canal du Midi il y a une quarantaine d'années et après quelques années sur le canal du Midi, je suis montée en Bourgogne où j'ai rencontré un Bourguignon, Jean-Louis, qui est maintenant mon mari, et on s'est rencontrés sur un hôtel péniche. Et donc quelques années plus tard, on a dit un jour ou l'autre on aura la nôtre. Donc voilà. Voilà, en 3 mots, notre histoire. Mais vous l'avez trouvé comment, du coup? Vous avez fait le tour? Donc, on a fait le tour pendant quelques années. On a quand même eu 2 enfants entre-temps. On a cherché de temps en temps, mais pas très fort. Et puis, un jour, Jean-Louis a trouvé un bateau qui était la bonne taille. Parce que sur le canal du Midi, il faut pas que les bateaux soient plus grands que 30 mètres et par 5, sinon ça passe par les écluses. Et donc on a trouvé un bateau à côté de Paris, une vieille péniche de 1893. Et on l'a descendu par les canaux de France il y a 3 ans et demi, tous les deux. Bravo. Votre petit accent... Rappelez-nous de vous venir. Je suis de Pays de Galles. Ouais, j'aime beaucoup. J'allais dire anglaise, mais non. Oh pardon. Mais en tout cas, voilà, on sent le... Non, mais c'est bon. Hein. Non, je suis née anglaise, mais oui. À la maison, c'est Pays de Galles. J'adore ce petit accent parce que, vous voyez, sur Sud Radio, on voyage également toute l'année, en particulier l'été. Cette péniche, vous avez mis combien de temps pour la métamorphoser, puisqu'en fait, c'est un hôtel péniche que vous réservez en plus on va dire prioritairement aux cyclistes.
Oui, c'est prioritairement aux cyclistes parce qu'on est pile sur le véloroute entre Bordeaux et Toulouse, ou même Bordeaux et Sète, sur le canal entre deux mers. Et donc, quand on l'a trouvée, elle était déjà aménagée en habitat. Mais on l'a remis à notre goût. On a agrandi une des deux cabines. On a tout changé, les douches, les toilettes, tout mis un peu plus confortable, un peu plus moderne. Et puis apparemment ça plaît parce que les gens aiment bien notre style. Bah oui. Voilà. Racontez-moi un petit peu à quoi ressemble votre journée type, vous, sur la péniche. Comment vous fonctionnez? Ben, on commence le matin, Jean-Louis il part de bonne heure à chercher des croissants tout frais. Si c'est le jeudi matin, ben, il prend les fruits le matin au marché, et sinon moi je les prends un peu plus tard pour le reste de la semaine. Et puis on prépare un petit déjeuner pour les clients. Un bon petit déjeuner qui va requinquer tout le monde s'ils ont des bonnes journées de vélo après. Et puis on s'occupe de nos clients sur 2 cabines. Et après, ben, une fois qu'eux ils sont partis, ben, on refait tous les draps, tout le lavage, tout le nettoyage de la péniche, prêt pour accueillir du monde le soir. Parce qu'on est quand même sur un point de passage plutôt que des séjours longs. Donc voilà. Le type de personnes, donc on le voit, hein, c'est plutôt les cyclistes, puisque vous êtes sur le véloroute de Bordeaux à Sète. Parlez-nous un petit peu du confort à bord, parce que moi j'ai pu voir, parce qu'on peut voir, hein, d'ailleurs, cette péniche Gemjo, Gemjo, si on le tape sur Internet, on peut le trouver très facilement. C'est très confort, hein, donc on est peut-être limite sur un grand hôtel plein d'étoiles, hein. Mais le confort, oui, c'est quand même grand. Les gens sont étonnés par la taille. C'est pas vraiment un bateau, hein. Une péniche ne tangue pas. C'est pas un voilier. Un bateau, une péniche ne tangue pas. Les lits sont très confortables. C'est des lits doubles en 160. Chaque cabine a sa propre douche et sa propre toilette, avec largement assez d'eau chaude. Et donc on a tout ce qu'il faut, hein. Moi j'ai ma cuisine. Il y a un congélateur et un frigo si jamais s'il faut garder les choses au frais pour le lendemain. Et puis on est tout à 2 pas de la ville pour les restaurants pour le soir. Mais la péniche, oui, elle est très confortable pour les journées un peu plus tardives ou tôt printemps ou l'automne, quand c'est un peu plus frais. Il y a un grand salon. Oui, et puis les gens, après une journée de vélo, ils se posent et on les bichonne. Et comment vous avez pu monter au niveau entrepreneurial, hein, parce que monter un hôtel péniche, c'est vrai que ça s'est pas fait en 2 jours. Vous avez eu des difficultés ou des grosses surprises, des galères ou enfin, racontez-nous un petit peu pour peut-être donner, non pas des conseils, mais un partage d'expérience. Ben, on n'est pas, notre situation n'est pas hôtel péniche, on est loueur meublé non professionnel. Donc si ça change quelque chose, je n'en sais rien. Il faut pas qu'on gagne trop d'argent, sinon on change de statut. Mais les hôtels péniches sont surtout ceux qui bougent, qui gardent les clients pendant une semaine, qui naviguent sur les canaux, et donc c'est un autre statut. Hein. Oui, que vous ne naviguez voilà, pas. Des rencontres. Des rencontres incroyables. Racontez-moi 1 ou 2 rencontres qui vous ont marqué. Si ce n'est évidemment que toutes vous marquent, mais des gens peut-être avec lesquels il y a eu une connexion. Oh, je pense que vraiment tout le monde, parce que chaque personne est différente, chaque personne a son histoire. Peut-être ce qui nous a marqué le plus, c'est qu'on a un couple, Francis et Marie-France, qui vont revenir pour la 3e fois. Chaque année, ils reviennent. Ils sont adorables. Donc, on fait la bise. Et le nombre de personnes qu'on serre la main en arrivant, et le lendemain matin, on fait la bise en partant. C'est très spécial. Les gens, ils arrivent, ils enlèvent les chaussures parce qu'ils ont envie de les enlever. Ils sont pieds nus parce qu'ils ont envie d'être pieds nus. Et quand on dort sur l'eau, c'est différent. Et on mange chez vous ou pas? Voilà. On mange, non, que le petit déjeuner. D'accord. Voilà. Rapidement, excusez-moi, je vous ai coupé la parole, mais vous dites quand on dort sur l'eau, c'est différent, c'est-à-dire?
on est bercé quelque part, hein. Même si ça tangue pas, on a avant-hier, j'en ai eu quelqu'un qui avait un mal de mer, mais c'est la première et unique fois que j'ai eu quelqu'un qui disait qu'ils avaient mal de mer, parce que franchement, la péniche, elle bouge pas. Mais les gens disent le matin, oh, mais j'ai trop bien dormi. On a eu un couple avec un enfant, l'enfant, il disait, oh, mais à 7h15, on est debout, elle dort jamais. À 9h, sa femme m'a envoyé un petit message par le portable, tout le monde ronfle encore. Donc, c'est magique. Ah, c'est magique. En tout cas, voilà, Geneviève Devers, vous êtes la co-gérante de la péniche Gemjo, Gemjo. Gemjo. Ça veut dire quoi? Ça vient d'où? C'est les noms de nos deux enfants, Megan et Joshua, et on a inversé Megan pour faire Jem et Joe. Jem, Joe et Joe. Vous la trouvez, on rappelle l'adresse exacte de la péniche? C'est le port Jacques-Yves Cousteau à Castelsarrasin dans le Tarn-et-Garonne. Merci beaucoup Geneviève. On vous souhaite un bel été avec votre péniche et avec tous ceux que vous allez y recevoir. Je crois qu'il y a 2 chambres. Hein. À vous. Merci beaucoup. Il y a 2 cabines, donc on prend maximum 4 clients. Eh ben, super. Au revoir. Allez, juste après Castelsarrasin, je vous emmène à Séville. Il fait 41 degrés, mais vous allez voir, on va pas avoir trop chaud. Sud Radio, la table de l'été. Et pour conclure cette première heure, avant de vous inviter à me suivre de midi à 13h, j'avais envie d'une petite pata negra, pas une petite, une bonne pata negra dans mon assiette. Bonjour à tous, je vous propose de partir en direction de l'Espagne, entre Chêne-Liège, Soleil et Cochon Heureux. On va parler charcuterie d'exception, évidemment pata negra, mais chorizo également et pas seulement. C'est vrai qu'on aime la charcuterie toute l'année, et particulièrement l'été, avec un morceau de melon, par exemple, dans une salade à partager sur les fameuses planches de charcuterie. Alors moi, je vais accueillir quelqu'un que j'ai eu la chance de rencontrer parce que j'ai pu goûter ses jambons, sinon il ne serait pas là aujourd'hui. Bertrand Nouel, bonjour. Buenos días. Bonjour. Oh, hombre, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. On a chaud, mais tout va bien. Combien de degrés à Séville en ce moment? Ah, on dépasse les 40 degrés. Ouh là 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 là. Alors vous êtes français? On dépasse les 40 degrés. Vous êtes bordelais? Et vous êtes installé à Séville depuis combien de temps maintenant? Depuis une bonne trentaine d'années. Une bonne trentaine d'années. Je crois avoir aujourd'hui passé plus d'années en Espagne qu'en France. Et ça c'est bien de nous dire que vous êtes encore jeune. Vous êtes passionné par ce joyau de la gastronomie espagnole qui est, entre autres, la pata negra, le jambon, on va dire la salaison en général, chorizo, lumo, etc. Ah oui. Je voudrais juste, avant qu'on parle de vos produits, que vous nous expliquiez pourquoi vous êtes tombé amoureux de la charcuterie espagnole. Alors bien précisément parce que c'est un produit d'exception et l'Espagne est le pays du jambon, véritablement, entre autres, bien sûr, mais je crois que l'astronome espagnol, quand il est parti, on lui a dit qu'allez-vous amener dans la station spatiale européenne, il a dit du jambon, évidemment. Alors du jambon espagnol. Nos amis de Bayonne vont m'en vouloir un petit peu, mais n'hésitez pas, appelez-nous au 0800 26 300 300. On fait aussi du très très bon jambon en France. Alors parlons de vos cochons, parce que c'est ça qui m'a intéressé quand on a préparé, c'est que vos cochons sont nourris au gland. Oui, en effet. En effet, ce qui caractérise nos productions, c'est avant tout la race ibérique. La race des cochons ibériques est le résultat de croisements au cours des millénaires de tout type de cochons, de sangliers, d'animaux sauvages, et qui se sont fixés évidemment sur les sites d'alimentation qui leur étaient les plus favorables, à savoir ce qu'on appelle ici la dehesa. La dehesa qui sont des paysages merveilleux de chêneraies de mi-montagne, à une altitude moyenne de 800 mètres et avec une densité moyenne d'une 50aine de chênes par hectare. Waouh! Et du coup, ce biotope, si vous voulez, cet écosystème se trouve en Espagne, participe des régions au climat méditerranéen, et on dispose, et heureusement, d'étendues considérables de dehesa, puisque il y a deux régions fondamentalement. La plus grande, qui représente plus de 80%, est celle qui va de Salamanque au nord jusqu'à Séville, où elle va au sud, sur près de 500 km de long
et 150 km de large, à cheval d'ailleurs sur la frontière portugaise, et le long de la voie romaine, de l'ancienne voie romaine qu'on appelle la Via de la Plata, et enfin une deuxième région plus petite, qui représente à peu près 20%, un peu moins de 20%, qu'on appelle Los Pedroches, au nord de Cordoue. Donc en plus d'espagnol, ce sont quand même des productions très andalouses, andalouses et d'Extrémadure. Une question sur la nourriture évidemment, parce que qu'est-ce que le gland, je parle bien du gland que les cochons mangent, apporte aux cochons et à la qualité du jambon? Ah ben alors d'abord, ce sont des glands de chêne, effectivement, fondamentalement de trois types de chêne. Chêne liège, évidemment, puisqu'on est une des régions de production avec le Portugal voisin, des tout premiers producteurs de liège pour bouchage, pour bouchon. Donc chêne liège, chêne vert, chêne rouvre, donc production de glands. Et le gland est très riche en nutriments, on a d'ailleurs servi d'alimentation humaine pendant des siècles, comme la châtaigne. Très riche en sucre, très riche en nutriments, et le cochon ibérique est tout à fait s'alimente plus favorablement de glands à raison de, dans le meilleur des cas, de 7 kilos de glands par jour pendant 4 mois, 4-5 mois. Et qu'est-ce qu'il apporte à la viande? Parce que j'ai eu la chance de goûter, c'est pour ça que vous êtes là, Bertrand Noël, hein, je vous ai pas menti, moi j'ai eu la chance de goûter parce qu'on peut trouver vos produits en France, soit on peut évidemment les trouver en restaurant, ce qui m'est arrivé, puis après j'en ai commandé chez vous tellement je suis tombée amoureuse, et on expliquera comment on peut commander les ou ce soit les jambons, les chorizo, les lumos, tout ce que vous faites, parce que vous travaillez à la main. Moi vous m'avez envoyé des vidéos, c'est vos garçons qui coupent traditionnellement le jambon, et tout ça est placé sous vide, c'est magnifique. Qu'est-ce que ça donne au jambon, ce goût si tendre, un peu de noisette, c'est incroyable au jambon. Déjà la race ibérique a la particularité d'une formidable infiltration. On parle d'infiltration de gras dans la chair, dans les chairs. Donc ça rend des chairs très moelleuses et très parfumées par le gras, parce que le goût vient évidemment du gras, de l'alimentation au gland, qu'on appelle ici la bellota. La bellota, c'est le gland de chêne, c'est la tradition littérale de gland. Et donc ces cochons s'alimentent de glands pendant 4 mois, pendant évidemment la saison où les glands sont disponibles. Le reste de l'année, ils sont de toute façon élevés en liberté, et on leur consacre de façon générale de l'ordre de 2 hectares par tête. Donc il faut des surfaces assez considérables pour que le cochon puisse disposer de 7 kilos de glands par jour. Et donc un gras très goûteux, un gras de très grande qualité, qui avec le gras des graisses de canard sont les 2 graisses animales les plus salutaires. Saine pour la santé humaine en fait. Ah oui, véritablement. Ce qui a valu d'ailleurs au cochon ibérique d'être appelé l'olivier sur pattes. C'est tout à fait formidable. Ça participe de la formation du bon cholestérol. C'est très étonnant, comme la graisse de canard. Alors Bertrand, il nous reste 2 minutes. J'aimerais qu'on parle aussi un petit peu rapidement de ce que l'on. Évidemment, on peut le manger comme ça, et c'est comme ça que je l'aime. Évidemment, en ce moment l'été, on peut le manger avec un morceau de melon. Ça aussi, ça passe bien. Vous avez 2-3 petits tips à nous donner sur de la façon de le manger? Oh ben je dirais que le plus naturellement du monde, c'est-à-dire au naturel sur assiette. On présente souvent le jambon ibérique ici en toutes petites tranchettes rectangulaires afin de n'en faire qu'une bouchée, et ça fond sur la langue et on profite de tous les arômes, de tous les parfums, effectivement, un peu de noisette, de noix, d'amande, de l'alimentation au gland. Vous me disiez ça se trouve évidemment sous tous les formats possibles, depuis les pâtes entières, les jambons désossés, les tranchés au couteau, les tranchés à la machine, et en différentes qualités. Allez, Stéphane qui dit que le chorizo aussi, ça l'intéresse sur la page Facebook de Sud Radio. Le gras, c'est la vie, ça je suis totalement d'accord. Le gras, c'est la vie. Le chorizo, j'ai vraiment eu la chance de goûter vos produits qui s'appellent, tiens, on va redonner le nom de la maison. Tout simplement Maximiliano avec un seul L, Maximiliano Jabugo, Jabugo en espagnol, avec la Jota, Jabugo. Voilà. Mais oui, vous parlez du chorizo. Notre chorizo, c'est vrai, a beaucoup de succès. Alors on trouve du chorizo partout en Espagne. C'est évidemment une spécialité gastronomique espagnole. Mais la particularité des nôtres, elle est évidemment d'être fabriqué avec de la viande ibérique. Et aussi, on utilise un paprika d'une qualité et d'un goût remarquable qui s'appelle le pimentón de la Vera. C'est une production d'Extrémadure qui est séchée par fumage, et ça donne à nos chorizo qui ne sont pas piquants un goût un peu fumé, un goût aigre-doux fumé.
qui est très apprécié des restaurateurs et de nos clients, bien sûr. Ah oui, alors on a parlé de la pata negra. La pata negra, c'est pâte noire, hein, c'est dû à la couleur des pattes des cochons. On peut parler du chorizo, malheureusement le temps court. Il y a aussi le jambon d'épaule, la paletta. Vous m'avez fait goûter aussi ça au restaurant. C'était sublime. La paletta permet de goûter du jambon ibérique, enfin de la viande ibérique, à un prix inférieur. Évidemment, le volume de la pièce est inférieur. Et la paletta, c'est décidément très très bon. C'est l'épaule, c'est la pâte avant. Ah ouais, et c'est décidément très bon. Est-ce que l'on peut faire rapidement pour conclure un petit peu l'idée des prix? Par exemple, si je vous commande, je sais pas moi, le très bon, c'est tellement bon. Déjà vous dire, nous ce qui nous caractérise, si vous voulez, en premier lieu, c'est que nous sommes éleveurs. Il s'agit donc de nos productions. Donc nous en garantissons la satisfaction totale de nos clients, puisque nous avons une traçabilité complète sur toute la chaîne de valeur et de production depuis l'élevage. Et un très bon jambon. Alors en ce moment, je crois pouvoir vous dire que la maison est en promotion sur des jambons de Cebo de Campo, à savoir d'alimentation mixte. Je ferai référence je crois à Éric Fréchon ou Pierre Gagnère qui disait l'Espagne a les 2 meilleurs jambons du monde. Oui. Quoi qu'en disent les gens de Bayonne évidemment ou les Corses, mais c'est le jambon de pata negra, donc jambon ibérique nourri au gland, autant que faire se peut. De toute façon, il s'alimente librement dans les DS. Et notre deuxième qualité, qui porte le nom de double X chez nous, sont des cochons d'alimentation mixte, et reste encore un des meilleurs jambons du monde. Voilà, ils sont en ce moment en promotion, je crois. Et on retrouve tout sur le site internet Maximiliano Jabugo. Vous n'hésitez pas, c'est Jabugo, pardon, Jabugo. Il vous suffit de chercher sur internet jambon Maximiliano et vous allez tomber très directement sur nous. Et puis surtout, on le trouve aussi dans certains restaurants français, n'importe où, partout en France, donc que ce soit dans le sud-ouest, dans le sud-est, etc. N'hésitez pas à goûter ce jambon et n'hésitez pas à le commander. On vous livrait même des petites plaquettes, pas individuelles, mais en 100 grammes, etc. Ah oui, certainement. Et nous livrons en France par messagerie en délai de 2 à 3 jours. Vous recevez chez vous le format que vous souhaitez. Et voilà, et moi je vais faire mon radio achat. J'ai eu la chance de goûter votre jambon pata negra. C'est un bonheur. Donc je vais dire à tous ceux qui aiment le bon jambon de ne pas hésiter à le commander. Merci beaucoup, Bertrand Noël. Merci à vous. Merci à vous. Bonne journée. Régalez-vous. Merci. La maison Maximiliano en direct de Séville était notre ami Bertrand qui fond au soleil. Il fait 41 degrés. Et nous, on reste ensemble. Et juste après l'info de midi, on continue. Ah il est déjà midi donc. Sud Radio sur les routes de l'été. Laurence Perrault. Il est tout juste midi et 7 minutes. Vous êtes sur Sud Radio dans les routes de l'été. Oui, la balade continue jusqu'à 13h. On va démarrer, attention, d'une façon assez forte, voire très émouvante, avec un sujet important mais essentiel. L'été 2025 est marqué par une hausse alarmante des noyades. D'ici quelques instants, vous entendrez le témoignage poignant de Géraldine Desqueroux qui a perdu son fils Lou à 21 ans dans une baïne. Depuis, elle se bat pour alerter et prévenir avec son association SILOU, SEA pour mère, SILOU, un moment fort. Et nous aurons également un deuxième invité qui sera à nos côtés. Puis, changement d'ambiance à 12h40. Je vous propose de nous suivre sur la Drôme pour une randonnée médiévale au pied du château de Rochemort. On parlera de nature, de patrimoine et de véritables combats de chevaliers de l'été. L'été, c'est aussi fait pour rêver, transpirer et se plonger un petit peu dans l'histoire. Et comme toujours, on terminera en beauté avec les escapades de Rémi pour vous inspirer une prochaine dégustation, mais je ne vous en dis pas plus. Mais tout de suite, c'est avec vous que l'on continue les routes de l'été. Sud Radio, le dossier de l'été. Un été 2025 tragique, des noyades qui se multiplient, des familles endeuillées. Parmi elles, notre invitée qui va nous rejoindre, Géraldine Desqueroux-Quidu, qui a perdu son fils à l'âge de 21 ans. Il s'appelait Lou. Elle a transformé cette douleur en combat en créant l'association SILOU pour prévenir les noyades. Elle est avec nous, mais juste avant, Clément Berguin, un point sur cette réalité. L'été 2025 est un été noir pour les noyades, avec des chiffres records. Ouais, Santé publique France publie des chiffres alarmants. Entre le 1er juin et le 23 juillet, il y a eu 193 décès par noyade qui ont été recensés en France, des chiffres en hausse de 45% comparé à la même période en 2024. Alors comment expliquer cette augmentation ? Santé publique France met en avant le contexte de température plutôt élevée qui a probablement entraîné un afflux de population vers les sites de baignade pour se rafraîchir. Pour preuve, sur la seule période du 19 juin au 6 juillet, période qui était placée en vigilance canicule, il y a eu 315 noyades qui ont été recensées
recensés, dont 86 suivis de décès. Tous âges confondus, environ la moitié des décès par noyade survient dans des cours d'eau ou des plans d'eau. La majorité des décès par noyade chez les adultes a généralement lieu en mer, tandis que les noyades suivies de décès chez les moins de 18 ans ont principalement lieu en piscine privée. Et d'ailleurs, dans une tribune publiée samedi dans Le Parisien, les champions olympiques de natation Florent Manodou et Alain Bernard appellent l'État à adopter un plan piscine pour rénover en profondeur ces infrastructures parfois vieillissantes et surtout réagir face à la dégradation du niveau de natation chez les élèves. Merci beaucoup Clément Barguin. Évidemment, vous êtes les bienvenus au 0826 300 300. Vous voulez réagir, vous voulez témoigner, vous voulez échanger avec nos deux invités. Vous n'hésitez pas, Manu vous attend au standard de Sud Radio. Et puis évidemment aussi et encore sur la page Facebook de Sud Radio. Vous êtes déjà nombreux à être avec nous. Vous n'hésitez pas, vous venez réagir aussi sur cette page Facebook. Je vais tout de suite accueillir nos deux invités. Géraldine Desquerou-Quidu, bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes la présidente de l'association SILOU, mais avant de parler de cette association, on va parler de ce qui s'est passé. Et puis on accueille également Mathieu Magnier, qui est formateur à la SNSM. Bonjour Mathieu. Oui, bonjour. Merci d'être avec nous également. Je vais d'abord donner la parole à Géraldine, tout simplement parce que j'ai besoin de savoir, Géraldine, en tout cas, merci d'avoir et d'accepter de témoigner sur l'antenne de Sud Radio. Est-ce que vous pouvez nous raconter ce qui est arrivé à votre fils Lou? C'était en 2017. Oui, tout à fait. Alors, ce qui est arrivé à mon fils et ce qui peut arriver et ce qui arrive effectivement très fréquemment, voilà, c'est une noyade comme il y en a beaucoup. Mon fils était pendant les vacances de la Toussaint, il faisait très beau, c'était sur une plage landaise, des côtes landaises. Il est allé se baigner avec un ami. Cet ami est parti un peu trop loin et mon fils a voulu le prévenir, de lui dire que c'était dangereux, qu'il ne fallait pas y aller. Et c'est lui qui a été emporté par les vagues, c'est lui qui a été emporté par les vagues. Donc c'est vrai que c'est dramatique parce que c'est quelques secondes qui bouleversent une vie entière et une vie de toute la famille, de tout le monde. Donc voilà, donc l'ami a été sauvé par un sauveteur qui était juste sur la plage avec ses enfants en vacances, qui avait heureusement des palmes, sinon une Mathilde ne se serait pas jetée à l'eau. Et il est allé essayer de les sauver, mais le temps qu'il arrive sur place, il n'a pu sauver que l'ami de mon fils, et mon fils lui a été emporté. Comment vous allez aujourd'hui, Géraldine ? Écoutez, voilà, j'ai créé cette association SILOU justement il y a 2 ans. Parce que pour arriver à donner un sens à cette vie qui, quelque part, n'en a plus. Quand vous perdez un enfant dans ces conditions, ou un parent, ou un ami, la vie n'a plus de sens. Donc voilà, il faut essayer de donner un sens. Et puis, vous voyez, quand j'entends ce nombre de noyades, je vois toute la souffrance, je ressens toute la souffrance que les parents, que les frères, sœurs, que toute la famille, les amis peuvent ressentir en apprenant le décès d'un proche ou d'un enfant. Mais c'est intolérable. Et partant du fait que toutes les noyades chaque noyade peuvent être évitables, je me dis voilà, il y a quelque chose à faire. Et effectivement, ce combat de faire de la prévention et de la prévention, alors j'ai presque envie de dire, c'est presque de la prévention un peu trash, si je peux me permettre. Parce que je pense que si on incarne les choses, les personnes sont plus réceptives au message. Vous voyez, moi je distribue des flyers avec les personnes de l'association, etc. C'est un flyer qui raconte le danger des baïnes, qui explique ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, etc. Et en même temps qui raconte l'histoire de mon fils Lou, qui avait 21 ans, qui était étudiant, qui avait toute la vie devant lui, et cette vie-là s'est arrêtée en un instant. Donc ça, c'est important de faire passer ce message aux personnes et elles écoutent, elles sont attentives aux messages. Et puis l'actualité malheureusement nous a rejoint une fois de plus avec ce jeune adolescent qui s'est noyé samedi après-midi en mer également. Vous parlez beaucoup dans vos actions de ce qui peut se passer. SILOU, c'est donc votre association, il y a un site internet, SEA, Lou, LOU, donc Si pour mère et Lou pour votre fils. Comment vous êtes accueillis quand vous allez rencontrer? Alors c'est assez paradoxal. Assez régulièrement, alors effectivement, nous, on distribue les flyers sur les plages, sur les parkings, avant les plages, etc. Enfin, dans les villes balnéaires. Et alors,
plus réticents, les plus réfractaires à ce message de sécurité, d'appel de prévention, souvent ce sont les parents. Ce sont les parents, mais je me suis posé la question, je me suis dit, mais pourquoi est-ce qu'on se fait un peu rembarrer quand on montre les flyers, etc. Mais je pense que tout simplement les parents ont peur. Ils ont peur parce que la mort de son propre enfant est juste inacceptable. On ne peut pas l'envisager. Donc voilà, donc ça, c'est un peu, on met des œillères, comme ça on se dit si je sais pas, ça n'arrivera pas. Voilà. Et les enfants et les jeunes adultes et les ados en général sont assez réceptifs parce que ça leur parle. Ils voient la photo de mon fils Lou, ils se disent voilà, mais effectivement ça peut m'arriver à moi, à mon copain, à mon cousin, à mon frère, à ma sœur, voilà. Et j'ai juste une petite anecdote. Une petite fille à qui j'expliquais justement, j'avais donné le flyer et je lui ai expliqué ce qu'il fallait faire, pas faire, etc. Et je lui ai expliqué l'histoire de Lou. Et elle me regarde et elle voit donc la photo de mon fils. Elle me regarde, elle me dit mais alors il va comment maintenant? Et je lui dis, mais tu sais, il est mort. Et là, je pense qu'elle a percuté. Donc je lui dis, tu vois, il faut vraiment faire attention. Quand tu vas te baigner avec tes parents, tu vas pas te baigner toute seule. Tu restes entre les drapeaux, voilà, et respecter toutes les consignes de sécurité. Mais voilà, c'est pour ça que je vous disais, c'est un message un peu trash quelque part qu'il faut faire passer parce que sinon, je pense que si c'est trop édulcoré, on prend pas la notion de l'importance. Non. Voilà, et puis on se dit toujours, ça n'arrive qu'aux autres. Et ouais, c'est comme le loto, mais on préférait que ce soit le loto qui nous arrive à tous. On est complètement d'accord. On va voir Mathieu Magnier qui va être avec nous dans quelques instants, qui est formateur à la SNSM, les sauveteurs en mer, la Société nationale des sauveteurs en mer. Mais juste avant, au 0800 26 300 300, nous avons Géraldine Joanne qui nous rejoint et qui voulait amener sa pierre. Bonjour Joanne. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes où vous? Je suis sur Marseille. D'accord. Par rapport aux noyades, par rapport à la prévention, comment vous fonctionnez? Vous avez vous-même un enfant? Oui, on a, avec ma compagne, il y a une petite fille qui a 18 mois. Alors comment on fait? On reste vigilant, même si c'est un moment en général évidemment de détente. En général, ce qu'on fait, c'est qu'on se relaie pour rester vigilant par rapport à la petite, parce que ça a tendance à courir vite à cet âge-là, et ça peut être, on peut vite la perdre de vue. Et du coup, vous êtes hyper prudent en fait, tout le temps. On est prudent. En complément, alors on lui a appris un petit gilet. Vous savez, parce que on en voit souvent qui mettent les brassards au bras de leurs enfants, et en fait c'est plus dangereux qu'autre chose en fait, même si c'est toujours mieux que rien. Mais en fait c'est assez dangereux parce qu'en fait ça réduit en fait le champ d'action de l'enfant. Donc pour ça on y a mis, pour la petite en tout cas, on y a pris un petit gilet qui lui permet d'avoir quand même les bras assez libres, de flotter évidemment si elle a le moins de soucis, et évidemment quand elle va se baigner, on l'accompagne systématiquement. Voilà, en tout cas Joanne, vous nous dites oui, ça me paraît évident, 18 mois en même temps, ce serait dommage de faire autrement, mais voilà, il faut vraiment être en totale prudence. Merci beaucoup Joanne d'être intervenue sur Sud Radio pour donner votre avis. Mathieu est avec nous également, Mathieu Magnier, donc formateur sauveteur auprès de la Société nationale des sauveteurs en mer. Bonjour Mathieu. Bonjour. Deux chiffres qui m'ont fait très mal, qui m'ont hérissé le poil. 702 noyades déjà cette année, dont 193 décès, des chiffres qui sont vertigineux. Vous êtes sur le terrain. Selon vous, qu'est-ce qui explique cette explosion? Alors là, on parle de noyades en mer. Joanne est arrivée aussi avec son expérience pour la piscine. Enfin, voilà, qu'est-ce qui explique l'explosion des noyades? Alors, comme vous l'avez signalé tout à l'heure, c'est l'explosion de la canicule, l'explosion des températures. Les gens ont besoin de se rafraîchir et prennent de plus en plus de risques et analysent de moins en moins les dangers. Et pourtant, il y a eu d'autres années caniculaires quand même. Oui, mais à chaque fois, dans les années, il y a toujours un passage caniculaire et à chaque fois, c'est souvent la fréquentation augmente et puis les gens prennent de plus en plus de risques et analysent pas forcément les dangers, prennent pas les informations pour connaître les différents sites sur lesquels ils vont se baigner. Est-ce qu'on peut clairement dire que la plupart des noyades pourraient être évitées? Oui, si on essayait
de tenir compte de toutes les recommandations qu'on pourrait donner. Je peux commencer par vous en donner quelques-unes. Privilégier les zones de baignade surveillées. Voilà. Donc ce sont des zones de baignade qui sont sécurisées par des nageurs sauveteurs professionnels qui installent la zone de baignade dans une zone sécurisée. Donc j'entendais le témoignage de la maman de Lou tout à l'heure. Elle parlait des baïnes. Donc les nageurs sauveteurs installent les zones de baignade sur les bancs de sable, là où déferlent les vagues, et en dehors des baïnes justement les courants qui vous tirent vers le large. Alors les touristes qui ne connaissent pas les bancs de sable, les baïnes, vont avoir tendance à aller se baigner là où il y a moins de vagues. Ça semble moins dangereux, mais au final c'est le plus dangereux parce que c'est là où il y a des courants qui vous tirent vers le large. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment on se fait piéger par les baïnes, hein, puisque vous en parlez? C'est un piège invisible. Comment on se fait piéger et comment on peut s'en sortir? Là, on se fait piéger simplement, on rentre dans l'eau, on est pris dans un courant sans s'en rendre compte, on n'a pas pris de repère, on arrive très rapidement au large, et puis là, souvent le syndrome de la serviette, on a identifié notre serviette, on veut retourner vers cette serviette le chemin le plus court, et donc on va se mettre à nager contre le courant, ce qu'il ne faut surtout pas faire, puisque le courant est forcément beaucoup plus fort que nous. C'est pour ça que nous, les sauveteurs, on utilise des palmes. Et même avec des palmes, des fois ça ne suffit pas, hein. Il faut s'extraire du courant d'une autre façon. Et puis les gens s'épuisent, hein. Ils essayent d'insister, puis une vague arrive, deux vagues arrivent, et puis après voilà, ils sont pris dans le courant de baïne et ils ne résistent pas, voilà. Donc surtout quand on est pris dans un courant de baïne, il ne faut pas résister, il faut se laisser emporter. Et puis faire des signes aux sauveteurs qui sont sur la plage. Et sinon, une autre situation, c'est de nager parallèle à la plage pour rejoindre un banc de sable là où les vagues déferlent, puisque les vagues vont nous permettre de revenir vers le bord avec les mousses, vont nous aider à revenir vers le bord. Je vous propose de rester avec nous suite Mathieu à ces bons conseils. Mathieu Magnier, qui est formateur sauveteur à la Société nationale des sauveteurs en mer, et puis évidemment Géraldine Desquero qui dure rester bien avec nous. On parlera bien sûr de l'association Silou, vous qui avez perdu votre fils de 21 ans en 2017, alors qu'il allait sauver un de ses amis qui avait été embarqué par une baïne, et malheureusement, il n'est pas revenu. On en reparle avec vous aussi sur Sud Radio, 0826 300 300. Vous avez vécu ce malheureux moment de vie, Vous voulez vous aussi donner votre expérience, vous n'hésitez pas, 0826 300 300. Nous vous attendons sur Sud Radio. Sud Radio. Le dossier de l'été. Et nous parlons de cet été noir 2025, l'été noir des noyades. Déjà recensé 702 noyades, dont 193 décès. On en parle pour essayer de les éviter. Quels sont les dangers? Comment réagir? On en parle aussi avec Géraldine Desquero-Kidu, qui est donc la maman de Lou, qui s'est noyée à 21 ans pour aller aider un ami qui s'est noyé lui-même et qui a été à l'origine, et qui est d'ailleurs de l'association Silou, SEALOU, que vous trouvez facilement sur Internet. On a vu un peu le témoignage et surtout les conseils de Mathieu Magnier. Géraldine, vous le disiez vous-même, vous êtes obligé, en tout cas, il n'y a que le côté choc qui peut faire prendre conscience. Vous nous racontiez l'histoire de cette petite fille qui vous dit comment il va votre fils aujourd'hui? Elle a pris conscience du danger parce que vous lui dites non, il est mort. Comment vous allez continuer à mener le combat, Géraldine, aujourd'hui avec l'association Silou? Et en continuant justement ces campagnes de prévention, en distribuant des flyers, en posant des affiches, en faisant passer des messages auprès des jeunes, des enfants, des parents. Et toute l'année? Voilà, après. Toute l'année, Géraldine? Non, on le fait pas toute l'année parce qu'effectivement sur les plages, on est sur la côte landaise et l'hiver quand il fait pas beau, voilà, il y a personne, il y a pas vraiment de risque. Mais faire ça un maximum, le plus possible pour que le message passe, pour que le message se relaie, c'est un message de prévention qui est indispensable et qui est si ça peut sauver des vies et puis pour que les personnes prennent conscience que vivre un drame pareil c'est une monstruosité quand votre enfant disparaît dans l'océan. Pour le cas de Lou, il a été retrouvé 11 jours après. Donc vous imaginez l'état du corps 11 jours après. Enfin voilà, donc c'est des moments qui sont tellement hallucinants de douleur. Si vous voulez, que cette prévention, elle est là pour que personne n'ait à vivre ce genre de choses. Personne. Parce que ça détruit des vies, ça détruit toute une famille, ça détruit des amis, ça détruit absolument tout le monde. Donc, la prévention, elle est vraiment indispensable. Voilà. Et effectivement, comme vous disiez,
Je pense réellement qu'il faut des images un peu choc, enfin pas des images, hein, c'est un message un peu choc, parce qu'aujourd'hui avec, effectivement les jeunes ils sont tous sur les réseaux sociaux, etc., ou sur les jeux vidéo, il y a tellement d'horreur que bon voilà, si on fait pas un message un peu choc, je pense que le message n'est pas forcément entendu et écouté. Ouais. Et souvent il suffit de c'est rien, c'est juste faire un petit peu attention, c'est effectivement pas laisser les enfants au bord de l'eau tout seuls, voilà, c'est vrai que les vacances c'est le temps de l'insouciance, on se dit bah non, c'est les vacances, c'est cool, c'est sympa, il ne peut rien m'arriver. On surestime ses capacités aussi, surtout chez les ados et les jeunes adultes. Oui, et puis il y a aussi par exemple, oui, ouais. Pardon, excusez-moi. Oui, non, et justement, on réfléchissait justement avec les personnes de l'association, avec le frère, la sœur de Lou, etc., leurs cousins et tout ça. Il faudrait presque qu'il y ait, vous savez, souvent sur les plages l'été, pendant les vacances, il y a des bandes de jeunes adultes qui sont ensemble en vacances et qui vont voir le coucher du soleil, qui amènent de quoi boire, etc. Donc et là, souvent des accidents arrivent aussi là parce qu'ils se baignent en étant un peu alcoolisés. Mais il faudrait peut-être mettre en place une espèce, comme pour la sécurité routière, mettre en place un SAM. C'est-à-dire que dans un groupe de jeunes adultes, il faudrait forcément qu'il y ait un jeune adulte qui ne boit pas, qui reste sobre, qui peut être là pour faire un peu la police, entre guillemets, pour rappeler les amis à l'ordre, pour appeler les secours si besoin. Enfin voilà, il y a peut-être plein de petits gestes comme ça et plein de petites choses à faire qui pourraient un peu aider sur la prévention. Et puis peut-être aussi, puisqu'on parle de prévention, donc en pré, tout ce qui est système de natation, on va en parler aussi avec vous, Mathieu Magnier, vous qui êtes formateur sauveteur de la Société nationale des sauveteurs en mer. Mais j'ai demandé à Hugo, un de mes jeunes assistants sur l'émission, de me retrouver un peu les dates importantes de ce qui a été fait en France pour aider et développer apprendre à nager en fait. Regardez, 1950, on commence simplement 1950 à encourager la natation comme activité d'hygiène et de sécurité. Alors évidemment, il n'y a pas assez d'infrastructures. En 77, on a un changement pédagogique. La natation devient une activité intégrée dans l'éducation physique et sportive. Donc il a fallu attendre 77 pour que ça passe à l'école. Et puis il y a d'autres dates importantes. Et aujourd'hui, la natation est obligatoire dans les programmes d'éducation physique et sportif. L'objectif est que chaque enfant sache nager en sécurité avant 11 ans. Est-ce qu'on en est vraiment là en termes de réalité aujourd'hui en France, Mathieu Magnier ? Alors on essaye de faire le maximum, comme vous dites. Le gouvernement a sorti le plan aisance aquatique là récemment, qui est réservé aux enfants de 4 à 6 ans. On a les bébés nageurs en dessous de 3 ans et ensuite on est sur l'apprentissage de la natation. Alors effectivement au niveau scolaire il y a la SNS, attestation de savoir nager en sécurité, où on apprend les fondamentaux pour que si un enfant tombe à l'eau, soit capable de se mettre sur le dos, faire l'étoile de mer pour reprendre son air, de se déplacer une certaine distance sur le ventre, une certaine distance sur le dos, et puis de passer sous un obstacle sous l'eau pour être capable de se sauver, et puis de rester un petit peu en position verticale pour être capable de s'orienter. Donc on retrouve des gestes de sécurité sur soi-même, être capable de se repérer une fois qu'on tombe à l'eau de manière imprévue, parce que le test commence par une chute arrière, et après on est vraiment dans les premiers usages de l'aisance aquatique. Il y a Dominique qui réagit sur la page Facebook de Sud Radio, puisque vous savez que je vous invite à réagir sur la page Facebook, et dès que je peux, je suis votre voix. En tout cas, je vous prête la mienne. Dominique qui dit: il ne parle que des noyades, rien sur les pièges des rouleaux forts qui vous laissent paraplégique. Mathieu. Alors effectivement, ça ces rouleaux forts, c'est ce qu'on appelle des vagues de shore-break qu'on retrouve dans les plages du sud-ouest de la France, dans les Landes, où effectivement donc ces grosses vagues de bord peuvent vous projeter au sol avec très peu d'eau et faire des dégâts considérables, effectivement. Moi j'ai un mauvais souvenir personnellement où je me suis retrouvé sonné pendant quelques instants, et je peux vous dire que moi qui adorais la mer, j'aime toujours, mais j'ai fait attention quand il n'y a pas trop de vagues. Je voudrais aussi qu'on accueille Jean-Marc au 0826 300 300 qui vient de composer le numéro du studio de Sud Radio parce qu'il voulait aussi poser une question d'ailleurs. Bonjour Jean-Marc. Oui, bonjour, c'est Jean-Marc de Morbihan. J'étais essentiellement moniteur de voile autrefois en Normandie, et autrefois il existait des zodiacs de sécurité dont était dotée la SNSM, ce qui leur permettait d'avoir un temps d'intervention sur une noyade ou une pré-noyade ou un problème en tout cas en mer par rapport à
un nageur un temps d'intervention très limité. Moi, je m'aperçois, puisque je fais encore beaucoup de bateaux, beaucoup de dériveurs, je m'aperçois que sur les plages du Morbihan, et paraît-il que c'est un petit peu plus général, on dira. Il y a plus les postes de secours SNSM ne sont plus dotés ou très peu de ces Zodiacs. Bon, c'est peut-être pour des causes d'économie, je ne sais, mais entre la vie d'un nageur et puis l'économie de 20 litres d'essence ou d'un Zodiac, moi mon cœur ne balance pas. Oui, mais alors du coup vous posez la question à Mathieu. Mathieu, est-ce qu'il y a moins de Zodiac d'ailleurs par la SNSM ? Alors, il n'y a pas moins de Zodiac à la SNSM. Il faut savoir que la zone de responsabilité des 300 mètres, donc de la plage jusqu'à 300 mètres au large, est sous la responsabilité du maire. Donc, le maire emploie différents nageurs sauveteurs pour surveiller les plages. Et ensuite, les équipes de nageurs sauveteurs proposent différents moyens nautiques. Donc, vous avez cité le pneumatique de marque Zodiac. Il existe également les jet skis. Et nous, à la SNSM, on continue à utiliser ces moyens nautiques. Et on utilise même des patrouilleurs, donc des semi-rigides, donc avec des embarcations un peu plus grosses, qui peuvent faire des traits de côte et faire le lien entre les différents postes de secours et également jeter un œil sur les plages non surveillées. Donc au sein de la SNSM, nous continuons à utiliser des moyens nautiques, mais après c'est des volontés aussi politiques, puisque l'utilisation de moyens nautiques, c'est aussi des coûts financiers. Oui. C'est Jean-Marc ? Non, mais on est bien d'accord. Je sais tout ce que fait la SNSM. Oui. Et qui a besoin de nous, d'ailleurs. Mais oui. Mais globalement, je connais un petit peu les moyens qui sont en baisse effectivement côté SNSM. Après, moi, si vous voulez, je cherche pas. Enfin, il faudra le faire d'ailleurs, mais je cherche pas à trouver des fonds si c'est la commune, la SNSM, etc. Mais moi, je trouve que si vous voulez, pour parler de manière assez pragmatique, au niveau de l'intervention rapide, quand on voit de la plage, quand on voit une personne qui est en difficulté à 150 mètres, moi je connais plein de plages, je ne vais pas nommer la plage sur laquelle je suis, mais je connais plein de plages où 150 mètres c'est trop et le gamin il se noie et les SNS font leur travail encore une fois, mais le temps qu'ils arrivent, après il peut être trop tard. Voilà, c'est tout ce que je veux dire. Mais après, les questions aussi, si vous voulez, les questions financières, c'est ce que je disais tout à l'heure. En filigrane, c'est ça. Oui, bien sûr. Mais je crois que c'est des questions qu'il faut se poser, sérieusement. Et vous faites bien de le poser sur Sud Radio. Et vous savez que vous avez le micro ouvert également, donc vous n'hésitez pas. Et vous l'avez fait. Merci Jean-Marc d'être intervenu. On arrive pratiquement à la fin du rendez-vous. Je voudrais redonner la parole aussi à Géraldine Desqueroux-Kédu, qui, avec son association Silou, œuvre régulièrement tout l'été, mais pas seulement depuis malheureusement le décès par noyade de son fils Lou, âgé de 21 ans, dans une baïne. Alors, on n'a pas parlé que des baïnes, vous l'avez bien compris, Géraldine. Aujourd'hui, si vous deviez faire passer un message à tous ceux qui écoutent Sud Radio, Géraldine, pour conclure cette émission et ce sujet sur les noyades. Un message, c'est faut rester vraiment humble face aux éléments, quels qu'ils soient, un étang d'eau, un lac, la mer, l'océan, peu importe. Ne pas surestimer ses capacités, écouter les maîtres nageurs sauveteurs, ça c'est la règle numéro 1. Voilà, il y a quelques règles de base qui sont mais tellement simples, c'est absolument pas contraignant. Voilà, c'est juste quelques notions de base. Je voulais juste revenir, si vous me permettez, sur justement une première qui a lieu sur la côte landaise, qui a été mise en place par le syndicat mixte de gestion des baignades landaises par Stéphanie Barnex et Hervé Bouéry. Ça sera une première en Europe. À partir du 1er octobre, toutes les plages du littoral landais seront surveillées toute l'année. Wow. C'est-à-dire qu'il y aura une patrouille d'environ 25 à 30 maîtres nageurs qui seront formés et qui patrouilleront toute l'année. Donc évidemment par période de beau temps, voilà, parce que des fois en novembre, il peut faire beau, on peut se baigner début novembre, etc. Et donc ça va être des patrouilles qui vont sillonner toute la côte landaise. Donc
je trouve que ça bouge beaucoup et ils font énormément de choses et je trouve ça très très bien. Eh ben, bravo. C'est vers ça qu'il faut tendre. Et bravo de l'avoir précisé sur l'antenne de Sud Radio, Géraldine Desquiroquidu, présidente de l'association SEALOU, S-E-A-L-O-U. Et puis merci également à vous, Mathieu Magnier, de la SNSM. Et vous pouvez d'ailleurs donner à la SNSM, les sauveteurs en mer. Vous avez rendez-vous sur leur site internet. Merci à tous les deux. On continue notre route de l'été avec un sujet beaucoup plus détendu et chevaleresque dans quelques instants. Sud Radio sur les routes de l'été, Laurence Perrault. Et pour conclure nos routes de l'été, c'est Rémi que nous retrouverons, notre ami Rémi André qui va nous parler du Marcillac. Il sera aux côtés de Jean-Luc Mata du fameux domaine Mata. Mais pour l'heure, moi je vous propose de partir en randonnée et de faire des combats comme au temps des chevaliers. Sud Radio, les sentiers de l'été. Et pour ce faire, j'invite Pauline Guillemin, qui est guide conférencière au château de Rochemort, à nous rejoindre. Bonjour. Bonjour. Bonjour Pauline. Cet été, je vous propose donc de partir sur l'Ardèche. On va faire un bond dans le temps d'ailleurs, parce que on va même revenir au XIIIe siècle. On va parler d'armures, d'épées, de châteaux forts et même de combats médiévaux grandeur nature. C'est là, à Rochemort, où la randonnée se transforme en une épopée un peu historico-chevaleresque. Je voudrais savoir, Pauline, rien que le nom déjà, Rochemort, moi ça me fait voyager. Est-ce que vous me parlez de me planter le décor de Rochemort? C'est où et pourquoi ce lieu est si spécial en fait? Alors Rochemort, en fait, ça vient de Rupis Mora, ça veut dire roche noire. Hein. C'est pas lié forcément aux invasions barbares, etc. C'est vraiment lié à son terroir, en fait, à son aspect géologique, hein, puisque ce château de Rochemort, il est aussi bâti sur un promontoire volcanique issu de volcanisme qui a eu lieu il y a des millions et des millions d'années, et ce qui en fait un peu sa caractéristique, voilà, c'est le fait que ce château, en fait, on le voit de très loin. C'était aussi sa volonté première. Là, il a été construit donc à la fin du XIIe siècle, au début du XIIIe siècle, dans ce but-là, hein, de voir et d'être vu depuis la vallée du Rhône, puisque les seigneurs à l'époque se sont attachés à contrôler en installant un péage grâce au château de Rochemort, cet axe de commercial et cet axe essentiel qui était le Rhône au Moyen-Âge. Donc Rochemort, voilà, c'est aujourd'hui un village qui se trouve au bord du Rhône, dans cette vallée du Rhône, avec juste en face comme paysage, la Drôme et notamment Montélimar. Bon, et là, le château date, lui, du XIIIe siècle. Alors, on va pas venir juste pour le visiter, pour le coup, hein? Non. Ah non, vous pouvez aussi en profiter. Donc avec les combats médiévaux, hein, c'est cette animation qui a lieu tous les mardis en juillet-août, plus précisément, donc jusqu'au 19 août. Donc l'idée, en fait, elle est partie d'une association locale, hein, l'association d'arts martiaux historiques européens, AMHE, qui fait de la reconstitution historique autour du XIIIe siècle à la base, hein, mais qui fait bien sûr sur d'autres périodes. Et l'idée, c'était de rejoindre le site et puis l'association locale autour d'un événement, d'une animation, où en fait c'est une visite ponctuée par l'intervenant de combattants, où on fait en fait la chronologie de l'histoire du château de Rochemort. Et tout ça, ça se passe autant dans le château qu'à l'extérieur du château? Alors ça se passe plutôt dans le château en lui-même, hein, c'est même plus précisément au pied du donjon, avec 150 personnes qui regardent donc Gilles et ses combattants, hein, donc Gilles Martinez qui a fait d'ailleurs une thèse une le sujet. Donc c'était aussi tout l'intérêt d'amener comme ça des combats médiévaux, mais avec un contenu vraiment historique, sourcé et une vraie démarche aussi scientifique derrière, mais en apportant quand même un côté d'un spectaculaire et événements, animation, puisque tous ces chevaliers combattent à la manière des différentes périodes abordées, donc du XIIIe au XVIIe siècle pour l'animation d'aujourd'hui. Et attention, c'est du sérieux parce que vous collaborez pour ce côté combat et arts martiaux avec l'Académie d'arts martiaux historiques européens. Oui, tout à fait. Voilà, c'est une collaboration depuis 2019, avec cette association locale. C'est aussi des rencontres, des belles rencontres derrière, et bien sûr, comme je le disais, un vrai point de vue scientifique qui est apporté, mais avec un petit côté événement sympathique. Parlez-nous des armes qui sont utilisées. Alors,
évidemment, Gilles en parlerait beaucoup mieux que moi, hein, mais ce sont des armes qui vont de l'épée à la hache noble. Et ces armes, ces différents types d'armes aussi, ces différents types d'épées, on voit un peu leur évolution aussi dans le spectacle. On voit l'évolution aussi de l'armement du combattant et des duellistes, hein, puisque ce sont des duels de chevaliers qui vous sont présentés. Donc ça rigole pas. Est-ce qu'on peut participer d'ailleurs ou non? Est-ce qu'on est juste spectateur? Alors, durant ce spectacle, vous êtes juste spectateur. Après, bien sûr, il y a forcément un temps d'échange avec les combattants, avec aussi la guide. Donc moi-même, si jamais il y a des questions sur l'histoire du château qui ont manqué. Mais vous pouvez quand même demander aux chevaliers présents de tester l'épée, par exemple, ou de la porter. Pourquoi pas? Mais après, il n'y aura pas de tenue. On va pas vous mettre en tenue pour ensuite vous essayer et faire ce type de combat. Mais par ailleurs, je sais que ils peuvent intervenir sur d'autres sites et proposer ce genre d'animation. Mais à Rochemaure, tout le format qu'on propose en ce moment, c'est parce qu'on a choisi de mettre en avant. Donc c'est les mardis pour l'instant. Les techniques de combat qui sont montrées, évidemment, sont fidèles aux techniques de combat du Moyen-Âge, du XIIIe? Oui, tout à fait, oui. C'est vraiment là-dessus qui se base, donc sur des textes anciens et en essayant en s'entraînant en fait à reproduire ces gestes et à les reproduire le plus fidèlement possible par rapport au XIIIe siècle. Donc le XIIIe siècle, ça va être plutôt du combat à l'épée bouclier, du moins ce qui est présenté dans le spectacle à Rochemaure. Donc ce sont des chevaliers en maille, avec leurs hommes, leurs écus et leurs épées que vous voyez se battre au château. Il n'y a pas de filles, hein? Alors il n'y a pas de filles, alors il pouvait y en avoir. Oui. À l'époque médiévale, on parle de chevaleresse d'ailleurs. Et il pouvait y en avoir après, comme vous en doutez, l'histoire est souvent écrite par des hommes, donc c'est pas forcément ce qu'on va mettre en avant. Bien sûr, la plus connue de toutes, ça va être Jeanne d'Arc, mais on a d'autres femmes chevaleresses qui existaient, bien sûr, à l'époque médiévale, et même qui étaient très présentes jusqu'au XVe siècle. Ah ouais. Je vous recommande un podcast de France Culture si vous voulez là-dessus. Non, on est sur Sud Radio, Pauline. Excusez-moi. Non, je veux pas grave. C'est l'été, je vous taquine. Allez, on est libre. On parle de tout, on parle vrai. Qu'est-ce que vous voyez dans le regard de ceux qui font ces randonnées spectacles, combat Moyen-Âge? Je vais plus y arriver là. Je commence à avoir faim, je crois. C'est normal, c'est 2h40. Qu'est-ce que vous voyez de ceux qui l'ont vécu? Alors, le retour qu'on a souvent, c'est que les gens sont assez impressionnés en fait aussi de voir ça. Ils se posent beaucoup de questions aussi sur l'environnement, le quotidien de cette ambiance du XIIIe siècle et des autres périodes. Il y a beaucoup de questions qui sont posées aux combattants, forcément aussi sur leur pratique. Faut savoir que c'est quand même un entraînement. Je vous ai perdu, Pauline. On va essayer de vous retrouver. On pense qu'il y a un petit quick. Alors, pendant ce temps-là, vous savez ce que je vais faire, c'est que je vais vous donner l'adresse du château de Rochemaure. Alors, il est quand même monté sur une espèce de petite, comme on dit, une petite butte. Mais enfin, vous n'êtes pas obligé de monter à pied. Hein. Si vous voulez monter en voiture, il y a ce qu'il faut pour vous garer là-haut. Rochemaure, c'est vraiment un château médiéval qui est assez incroyable, des ruines qui se situent sur la commune dans le département de l'Ardèche. On est donc sur la très très belle région Auras. Vous n'hésitez pas, c'est vraiment quelque chose d'assez sympa. Nous, avec Hugo qui travaille avec moi sur la recherche des sentiers, ce qu'on appelle un peu les sentiers de l'été, on a eu un coup de cœur sur on va dire ce partage entre l'histoire et les vacances en 2025. Et ça, c'était plutôt sympa. Donc, vous n'hésitez pas. Le château de Rochemaure, c'est donc à Rochemaure. ROCHEMAUIRE, je vais y arriver. On me dit qu'on n'arrive pas à retrouver Pauline, donc il doit y avoir il y a un problème de réseau du côté de Rochemaure, c'est pas grave. Vous avez noté l'adresse et si vous avez envie de vivre ces randonnées spectacles, ce sont tous les mardis. On a retrouvé Pauline. Alors ma Pauline, vous étiez perdue dans les douves? On vous a mis dans les oubliettes du château. Non, il n'y a pas d'oubliettes. Non, j'étais en train d'escalader le promontoire rocheux où se trouve le château.
D'ailleurs, je disais à tout le monde qu'il y a une partie, parce que si les gens ont peur, parce que il y a des gens qui sont soit en chaise roulante, soit qui n'ont plus l'âge de monter, on peut venir en voiture quand même assez près du château. Hein. Oui, bien sûr. En fait, le château de Rochemaure, il est comme ça en hauteur, mais vous avez un accès routier. Alors c'est une route étroite et sinueuse, hein, il faut le savoir. Mais on a bien sûr des parkings visiteurs et ensuite vous pouvez vous déplacer jusqu'aux grilles du château. En fait, vous traversez vraiment le château de Rochemaure, c'est une sorte de cul-de-sac. Hein, ouais. Donc vous traversez le bourg, donc là où il y avait les villageois à l'époque médiévale, et puis ensuite vous arrivez aux grilles et vous montez encore et vous arrivez près du donjon, là où se trouve le spectacle. Eh ben super. Il faut réserver à l'avance pour conclure ? Oui, il faut réserver à l'avance. La date de ce soir est quasi complète. D'accord. Il reste que 7 places. Okay. Et on a encore 2 dates si jamais vous voulez en profiter pour découvrir donc le château, son environnement et puis les combats médiévaux au château. Et on peut s'inscrire sur le site internet ? Tout à fait, c'est www.sud-ardèche-tourisme.com et là-dessus vous verrez toutes les informations de l'Office de tourisme. Beaucoup Pauline, on vous embrasse fort et bel été du côté du château de Rochemaure. Allez rencontrer les chevaliers du Moyen-Âge. Merci d'avoir été avec nous sur Sud Radio. Allez tout de suite, moi je vous propose la pause et puis on retrouvera notre ami Rémi pour ses escapades. Il nous emmène du côté de Marcillac. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Les enfants. Attends maman, c'est le boss final là. Oh non, on a encore plus de vie, ça saoule. On peut avoir un nouveau jeu? Alors en vrai, vous n'avez qu'une vie, une seule. Et dans celle-là, il y a plus urgent. Le papillomavirus. Le quoi? Le papillomavirus. Un virus qui peut provoquer des cancers. Hein? Et alors? On va en parler tout de suite à un professionnel de santé. Cette maman a décidé d'agir pour protéger ses ados. Et vous? Contre les infections à papillomavirus, des moyens de prévention existent, comme la vaccination pour les filles et les garçons, en collaboration avec MSD. Sud Radio à Dijon, en DAB+. Sud Radio. Bureau Vallée? On va chez Bureau Vallée? Oh, encore? Bah oui, j'ai oublié la colle. Ouais, je commence à me demander si tu le fais pas exprès. D'oublier pour passer du temps chez Bureau Vallée? Moi? Jusqu'au 16 août chez Bureau Vallée, le lot de 5 bâtons de colle 8 grammes de la marque Scotch est à seulement 1 € au lieu de 2,49 €, soit 60% d'économie. Bureau Vallée, on met la barre très haut et les prix très bas. Conditions et magasins participants sur bureau-vallée.fr. Ma mère a dit que je suis trop sur les écrans, mais elle est trop sur son téléphone. La mienne, pareil. Au feu rouge, elle like les photos de ses copines. Moi, mon père, il envoie des messages même quand il conduit. Et si nous transmettions la bonne attitude? Au volant, ni appel, ni messages, ni réseaux sociaux. Assurance Prévention, une association de France Assureurs. Morgane et Arnaud, œnologues. Pour les desserts d'été, il existe une boisson alcoolisée. Différente. Légère en alcool, 2 à 6 degrés. Mais très fruitée. Douce. Mais rafraîchissante. Alors, une idée? Cette boisson, c'est un cidre. Au dessert, servir le cidre bien frais. Cidre de France, naturellement différent. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool. Leclerc, bonjour. Mayo, ketchup, sauce barbecue. Allô? Bernaise, aioli. Ah, bourguignonne, celle-là je l'ai pas. Monsieur, vous êtes à l'antenne. Hein? Oups, pardon, je profitais de votre promo pour compléter ma collection. Et vous avez bien raison, car le 6 août chez Leclerc, avec votre carte, il y a 34% de tickets Leclerc sur toutes les sauces froides. Oh, et sauce burger. Tout ce qui compte pour vous existe à prix Leclerc. Hors produit Ecoplus, modalité magasin et drive participant sur www.e.leclerc. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés, sucrés. Les escapades de Rémi André. Bonjour Rémi André. Bonjour John. Allez, on continue nos escapades avec vous, avec la rencontre au cœur des territoires de celles et ceux qui façonnent tout simplement nos provinces. Et Rémi, après avoir entendu hier Philippe Tellier, qui est le président des Vins de l'Aveyron, nous revenons à Marcillac-Vallon aujourd'hui. Ça se trouve donc entre Rodez et Conques, si je dis pas de bêtises, où nous attend une figure emblématique de ce vin de Marcillac. Eh oui, alors vous ne dites pas de bêtises, effectivement. Jean-Luc Matta fait partie de ces vignerons passionnés qui ont su mettre en valeur ce patrimoine ancestral. La revue des vins de France le présente ainsi.
Planté sur des banquettes au flanc de fortes pentes, le vignoble qu'il conduit avec amour et sensibilité est certifié en agriculture biologique depuis 2016. Proche du fruit et de leur terroir particulier, celui du rougier, ces terres rouges marquées par l'oxyde de fer et quasi montagnardes de Marciac, toutes les cuvées sont éraflées car Jean-Luc Mata n'aime pas le goût du poivron. Avec du recul, force est de constater qu'entre les mains de ce vigneron, le fer Servadou, ici appelé Mansois, a besoin de temps et qu'il faut savoir apprivoiser la nature personnelle et authentique des différentes cuvées. Vous allez donc vite comprendre pourquoi le rougier est son terrain de jeu. Le rougier, ce sont des sols, les premiers sols en fait. La couleur rouge, c'est l'oxyde de fer qui va donner cette couleur. Et ce sont des rouges particuliers, des sols, si vous voulez, des terroirs qui vont donner des goûts différents. On a vraiment une identité de vin grâce à ce terroir. On dit que le terroir ne compte pas. Non, c'est pas vrai. Le terroir a une grande importance dans le goût de nos vins et dans la qualité de nos vins. Alors vous avez tout à fait raison, puisque vous le savez mieux que moi, mais ce que vous appelez le Mansois ici, le fer Servadou, on en trouve dans d'autres régions. Oui, complètement. Et ici, il a une... Il a, alors je sais pas s'il est originaire complètement d'ici, mais il a trouvé son endroit, son climat, sa vie, il est bien. C'est un cépage rustique, comme le vigneron de Marciac. Nous sommes rustiques, le cépage aussi. Un cépage qui avait une maturité un peu difficile il y a bien longtemps. Aujourd'hui, avec ces déraillements climatiques, on fait des vins superbes, des vins qui ont toujours une tension, une acidité qui va... L'acidité du vin, c'est la colonne vertébrale du vin. C'est ce qui va faire tenir le vin dans le temps. Et on a des vins qui sont pas très alcooleux, ils font entre 12 et 13 degrés, en gros, hein. Par rapport à nos voisins, souvent c'est quand même peu, mais c'est bon, parce que les vins s'expriment avec toute leur qualité, c'est magnifique. Et je trouve, ce sont souvent des vins de soif, des vins qu'on peut boire quand on a un peu soif. Ce vin de Marciac, vous me le conseilleriez avec quel type de mets? C'est un vin qui va s'adapter un petit peu sur tous les mets. J'ai parlé tout à l'heure de cette tension. Cette tension, c'est le peu d'acidité qu'il a, ça équilibre le vin. Je suis en culture bio, et je vais plutôt vers biodynamie, c'est-à-dire, on va essayer de retrouver des vins naturels. Ne me parlez pas de vins nature, je dis des vins naturels. Des vins qui se font naturellement, avec le vigneron, bien sûr. Le vigneron doit être là en permanence pour surveiller ses raisins. Vous savez, on dit, le vin vient de la vigne. Nous ne sommes pas des magiciens. Donc, quand on a du beau raisin, on aura de bons vins. C'est évident. Ce sont des vins qui vont aller avec beaucoup de choses. Et suivant les années, en fait, en ce qui me concerne, l'effet millésime est très marqué. Chez nous, à Marciac, pour une raison unique, c'est que nous avons un cépage unique. Et cépage unique, le temps n'est pas le même, le travail est le même, le terroir est le même, le vigneron est le même, mais chaque année a une petite différence qui va faire ses qualités différentes. On aimera plutôt les 2024 que les 2022, mais c'est notre vin. Nous avons des cuvées un peu particulières, comme à la cave coopérative. Ils ont des cuvées un peu plus haut de gamme, des cuvées qui ont été élevées dans le bois. Moi, je suis contre le bois, en ce qui me concerne, parce que le bois doit avoir des vins solides, capiteux, des vins qui tiennent le coup. Moi, mes vins, si vous voulez, ce sont des vins plus vers la soif, plus des vins de fête, des vins vous voyez ce que je veux dire? Mais ça va accompagner n'importe quel plat. Et quand on sait, si vous voulez marier le plat et le vin, comme sont les grands restaurants aujourd'hui, mais c'est merveilleux. Alors quand je vous écoute, je me dis que principalement j'aimerais prendre votre vin à l'apéritif avec un fromage, un peu de charcuterie, on doit se régaler. Mais quand on goûte du vin, on ne mange rien. Voilà. Parce que la saucisse, le saucisson, le fromage va flatter le vin. Le vin va flatter. Et comme je dis à mes clients, je mets toujours un peu de fromage. C'est pas que je pas en convivial, c'est plus convivial. Et les gens disent qu'il est bon ce l'aïeul. Je dis oui. Et le vin, qu'il est bon le vin? Oui. Vous voyez, le vin est bon, le fromage est bon, le vigneron est sympa, la carte bancaire chauffe. Bon, on a constaté que Jean-Luc est un bon vigneron, mais il semble aussi être un très très bon commercial. On a presque envie de lui confier notre carte bancaire, je dis bien presque, hein, Rémi. Oui, ça, c'est en effet le vin de Marciac. De la passion avant tout et des paysans marqués par leur territoire. Alors demain, nous allons évoquer la coopération entre les viticulteurs du Vallon. Nous serons reçus par Samuel Mestre, le directeur de la cave coopérative de Valady, un petit village proche de Marciac où ils ont installé cet outil indispensable
indispensable au développement de ce vin de terroir. Alors, même heure demain matin, ouvrez vos oreilles, c'est encore de l'authentique. Les escapades de Rémi André. Et ce sera évidemment avec plaisir qu'on vous retrouvera aussi juste avant 13h dans nos routes de l'été. Demain, je vous donne rendez-vous avec le premier dossier. Je sauve des gens en montagne. Toute l'année, on recevra un gendarme, François Nicard, qui vous sauve quand vous avez un souci dans la montagne. Et puis évidemment, juste après le journal de 13h, eh bien, je vous donne rendez-vous avec Jacques Pessis. Dans Les Clés d'une vie, Jacques reçoit le chanteur Chico. Encore un joli moment de partage à l'antenne de Sud Radio. Je vous souhaite une très très belle journée. Je vous dis à demain matin dès 10h en compagnie de Sophie Darel pour Qu'est-ce qu'on attend et ses invités comme Stone qui sera avec nous dès demain matin.